Bonjour à toutes et à tous. C'est mon plaisir en tant que directeur du Centre des études latino-américaines et caribéennes de vous donner la bienvenue à cette série de conférences en fait sur le féminisme haïtien, théorie, contours et pratique. Je suis là, je vais parler et donner la bienvenue tout d'abord en français. Après, je vais changer à l'anglais pour présenter les conférencistes, mais on aura de la traduction simultanée pendant toute la période de ce workshop. Et c'est très important, je souligne à nouveau pour les participantes de parler de forme lente, qui pour moi est très facile en français. Ça me donne le temps de penser et parler. Mais c'est très important pour la compréhension de tout le monde. Et je dis tout d'abord en français qu'on est ravis d'avoir ici avec nous Sabine Lamour, qui est une chercheuse ici avec nous au centre, qui est une espèce de tête derrière toute cette série de conférences. Et on est ravis que ça prenne lieu aujourd'hui, cet après-midi. So I would now like to welcome everyone to this workshop on Haitian feminism. Haitian Feminism and Feminisms, Theoretical Contours and Practices. As I said, my name's Neil Saphir, and I am currently the director of the Center for Latin American and Caribbean Studies. And it is my privilege to present the four presenters and scholars who are going to be participating in this workshop this afternoon, who will present first their work, and we will then have an opportunity for questions and answers, and then a sort of a more broader conversation. I would like to acknowledge first and foremost the remote audience, the participants who are joining us via Zoom, especially the participants from Haiti. It is a special privilege for us to be able to connect with those who are interested wherever they may be in the world. And I would also like to acknowledge our virtual interpreter, Shadine Menard, who I am sure will do an excellent job. So I'd first like to present Sabine Lamour, who, as I mentioned, is the mastermind behind this event today. Sabine is a sociologist trained in France and Haiti and is a professor at the Université d'État d'Haïti, and also, as I mentioned, a visiting researcher at the Center for Latin American and Caribbean Studies here at Brown. Her interests include the epistemology of point of view, participatory perspective, grounded theory, materialist feminism, Afrofeminism, and decolonial feminism. Now you understand why we put feminism in plural and not just in singular. And I think we'll be able to speak a little bit about that, how this is not one perspective, but actually multiple. Her research focuses on gender relations, female migration, Haitian feminist movements, family dynamics in the Caribbean, and the Haitian political system. In 2018, she co-edited a book entitled Déjouer le silence, contre-discours sur les femmes haïtiennes. And her current research explores the philosophical roots of Haitian feminism. Since 2005, she has worked with women's organizations as a feminist activist, independent consultant, and trainer in both rural and urban settings, and she is currently working on a monograph entitled The Philosophical Roots of the Haitian Feminist Movement. Our first speaker, however, is Grace Sanders Johnson, who is assistant professor
associate professor of Africana Studies at the University of Pennsylvania, as well as being a visual artist. Her areas of studies include the modern Caribbean history, transnational feminisms, oral history, and environmental humanities. She has been awarded fellowships, including the Thomas J. Watson Foundation, the Andrew Mellon and Ford Foundations, the Canadian Embassy Scholars Award, the Haitian Studies Association Emerging Scholar Fellowship, as well as the Woodrow Wilson Foundation Career Enhancement Fellowship. Fellowships also in plural, I should add. Sanders-Johnson has also worked with various archival projects, including Concordia University's Oral History Project, Histoire de Vie, and was in 2020-2021 a scholar in residence fellow at the Schomburg Center for Research in Black Culture. Her most recent work can be found in several journals and books, including Small Axe, a Caribbean Journal of Criticism, American Anthropologist, Caribbean Review of Gender Studies, Caribbean Military Encounters, and Sisters or Strangers, Immigrant, Ethnic, and Racialized Women in Canadian History. Most importantly, perhaps, she is the author of White Gloves, Black Nation, Women, Citizenship, and Political Wayfaring in Haiti, which was published by the University of North Carolina Press in 2023. Sabine will speak after Grace and will be followed by Celia Romulus, who is assistant professor at the Institute of Feminist and Gender Studies and School of International Development and Global Studies of the University of Ottawa. Her research and teaching draw from anti-oppression and anti-racist education, Afro and decolonial feminisms, and explore questions related to gender, race, and the politics of memory, migrations, citizenship, political violence, and development. The second aspect of her research explores epistemic violence and resistance and interdisciplinary methods. Celia Romulus worked as a program director in the areas of gender-based violence in public spaces and in security sector reform for UN Women, the United Nations entity that is dedicated to gender equality and empowerment of women. She continues to work as a consultant and educator on questions related to anti-oppression, anti-racism, Black femininities and masculinities, and gender mainstreaming in public policies alike. Finally, we have with us via Zoom, directly from Haiti, Danielle Magloire. With a background in social sciences, Danielle has contributed to research and training, as well as published a variety of articles. A longtime feminist activist and defender of human rights, she has contributed to the creation of various women's rights organizations and has been involved in a variety of social movements. She helped introduce gender courses at the university, is a leader of the feminist organization CAIFAM, a leader of the National Consultation Against Violence Against Women, and an honorary member of the Martinican Feminist Association Culture Equality, as well as the vice president of the Council of Administration of FOCAL. She also works with different citizen organizations in different environments and has coordinated the work of the Collective Against Impunity, which is an organization engaged in legal proceedings for crimes against humanity perpetrated under the Duvalier dictatorship. So as you can see, we have an extraordinary panel of scholar activists, or activist scholars, as you prefer. Each one is going to talk for about 15 minutes to present a particular chapter of this broader question of Haitian feminisms, and then we will open things up for questions from Zoom, and look forward to hearing from all of you. So I'll now pass things over to Grace to begin.
Thank you. Good afternoon. Oh, is this on? Can you hear in the Zoom? Wait. Can you try? Hello? Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much to everyone who put this together, but particularly Dr. Lamour for inviting me and incorporating me in this beautiful conversation that I know we've already had some beautiful conversations, but I'm looking forward to more, and certainly just to being on this panel with such esteemed scholars, thinkers, and organizers. Of course, I also want to thank the Center for Latin American and Caribbean Studies and Maria Isabel and Eliza for organizing this today. So my words today are coming from a portion of my book, and the book is about Haitian women's early 20th century organizing, and particularly thinking about La Ligue Féminine d'Action Sociale and their work starting in the 1930s. But today I'm going to speak about one of the organizers and really think about how her practice helps us to understand some of those feminisms that we'll be talking about today. So in September 1936, Jeanne Perez took the readership of La Voix des Femmes, which was the journal of La Ligue, on a journey north. I'm not sure if you're seeing the PowerPoint. It's on there. It's on there? No, you have to look, you have to open Oh, it. I have to move it? Yeah. That one's not mine. There's a different. Oh, this is a different one? Oh, it's there. I see it. Well, Try going down here and just clicking on Which one is it? Maybe it's this Oh, one? great, Yeah. sorry. Okay, perfect. Okay, perfect. Is That's that fine. first? Okay. That's fine. So Perez took the readership of La Voix des Femmes on a journey north. If her editorial choice for the newspaper's cover art was a map, the direction was clear. Like many who made the 120-mile trip from Port-au-Prince to the old capital city of Cap-Haïtien, Perez was taking the readers on an additional trek several miles south to Millau and up the 3,000-foot mountain to the Citadel. In the issue, Perez and Madeleine Sylvain, who was the president and founding member of La Ligue, both wrote about the 19th century fortress built by Haitian President and Emperor Henri Christophe. They were responding to a New World Almanac essay that named the Citadel an additional wonder of the world. Listed in the company of the Great Pyramids of Giza and the Great Wall of China, Sylvain celebrated the Citadel for the international recognition it brought to Haiti, showcasing the, quote, incontestable truth of the genius of the Black race, end quote. Sylvain summarized the Almanac article with pride while imploring then-President Daniel Vincent to uphold his word, unlike past leaders who she claimed were negligent in their attention to the national monument. Like many celebrants of the Citadel then and since, Sylvain suggested that an asphalt road be paved from Cap-Haïtien to Millau and tourist investments be used to cover the cost of restoration of several rooms. While Sylvain wrote about restoration of the Citadel, Perez reflected on her encounter with the structure. She described the largesse of, quote, the heroic dream of the Black heart written in those high steps, end quote, constructed to watch for and ward off
foreign and national enemies. Perez recalled feeling, quote, a previously unknown emotion, end quote, when arriving at the foot of the structure and looking up. Humbled and overtaken with inspiration and gratitude and reverence for the 19th century fortress that's walls reach 130 feet into the sky, there was no other place for her to release the valve of her emotions except for into the future. So she wrote a letter to her 4-year-old niece. She wrote to her niece, Mary Madeleine Price Mars, "One Sunday you will tell me when you want to commune with your ancestors through thought and an immense will to climb the steep slope of the citadel. At the foot of the respected place, you will stop for a moment, raise your head, and watch the heroic dream of a black heart, written in those high steps that a century and more cannot destroy. A previously unknown emotion will humble you, and like the fatherland, the citadel was cracked, injured by storms. Its wounds may be apparent, but all is magnificent in those things forged by Black heroism that defies time and vultures. These things will live because they were the most beautiful thoughts of our lives, because they are our reason for being worthy heirs, because they represent what does not die, a noble idea. Like the butterfly, lover of light, returns to the flame to burn its wings, if you go there one day, you will return repeatedly to re-immerse your soul at the living source of the faith of our ancestors. The work is titanic. What have we done since? May our children go on a pilgrimage of love for the fatherland to this majestic present that a Black king bequeathed to us." That's a portion of that letter. There was more. Perez was in love with her niece and with her country. Perez was moved by the memory of her experience at the Citadel and by the anticipation to share it with the next generation. Published on the opening pages of the newspaper, her letter accounted for and shared her deep care and belief in the intergenerational transfer of ideas. This affect went beyond a bloodline. Instead, it was held in the unexpected feeling of being taken over by an ancestral call to arms. Reared by her mother and sister in a woman-led household, Perez took the practice of intergenerational care between women and girls seriously. Like many official and unofficial Haitian aunts and marraines, Perez cared for, thought about, and prepared the next generation. She engaged in the sacred calling that allowed her to spoil her niece and also serve as a safeguard for loss, an escape into the midst of confusion, and a fountain of unique marraine wisdom. In addition to a statement of care for the next generation, this type of divine mothering was also an extension of profound friendship. As Theodore Holly, who was a thinker and organizer during the 20th century as well, explained in her early 20th century reflections of Haitian godparents, it's difficult for one to understand how great the extent of the role of the godparent is and how it can increase the affection already existing between two friends, end quote. Holly explained that some people said the relationship was more binding than that of blood, and she agreed that the assertion is hardly an exaggeration. This friendly office performed towards a friend's child creates a relationship that can best be described be gathered from the terms co-parents, end quote. And this is in the 1920s. So long before 21st century terminology of nonlinear, extended nuclear, blended, non-traditional, and multi-generational family structures, Holly communicated a Haitian co-parenting tradition. Perez shared that tightened bonds of friendship and this communal guardianship of her niece
and with her sister, Rosa Claire Perez, and Rosa Claire's husband, Jean Price Mars. In her published statement in La Voix de Femme, Perez also placed Mary Madeleine and her generation in the care of Haitian women writ large. This other mothering was not a biological or nationalistic celebration of mothering that La Ligue women both adopted and rejected at different moments of their organization's history. Rather, it was a sacred and simultaneous tending to the past and the present. The public letter was an offering that archived Perez's experience and revolutionary history that it evoked. The letter also called forth an ancestral impulse that Perez hoped would fasten the hearts of the born and unborn. With an emphasis on the material structure of the citadel and the physical exhaustion of the journey up the mountain, Perez was instructing the readership of La Voix de Femme with the future's maturation as an assurance that the revolutionary legacy would not be dwarfed by inaction. Interestingly, as she wrote to her niece, she explicitly invited their sons into the vision. They too, according to Perez, needed to be humbled by the dream, vision, and manifestation of this cause. The attention to the sons was not an acquiescence to a revolutionary future that would be led by men. Rather, as a statement for her niece, Perez reminds young girls and their co-parents to bring everyone along. This was not a woman's project alone. Haitian women's politics of revolution, care, and belonging included and necessitated the political pilgrimage of everyone. Thus, this practice of mothering, care work, and attention to history that Perez practiced towards her niece and printed in the periodical was perhaps, as Pauline Alexis Gumbs might say, quote, older than feminism. It was older and more futuristic than even the category of woman, end quote. Perez was, quote, amplifying the nuances of practices that have existed as long as there have been people of different ages with different superpowers invested in each other's existence, end quote. Perez named this transcendent power and instructed her niece to be baptized by the heat of revolutionary promise again and again. Quote, like the butterfly, lover of light, returns to the flame to singe its wings. If you go there one day, you will return repeatedly and repeatedly. According to Perez, these lovers of light were not singed by the flame. Instead, they were charged. Perez anticipated that the journey with her niece to the citadel and through life would be one of enlightenment. Perez's enthusiasm was not a calling into the euphoria of national mythology. Rather, she hoped that future generations would be on a quest for an ancestral assessment. What have we done since? And an expanded application of revolutionary ideas. As the words of the front cover of the September issue implored, Perez wanted more light. Touching the evidence of this shine, Perez also encouraged her niece to inhabit the Black history of the citadel. In her zeal for her niece to dwell in the crevices of possibility, Perez foreshadowed her own political and creative trajectory. When Mary Madeleine, remember before she was 4, so now when she was 8 years old, Perez wrote and produced her first play, Sanité Belair. The play was about the infamous woman revolutionary soldier of the same name who fought alongside her husband, Charles Belair, under the leadership of Toussaint Louverture. The story of Sanité's skill as a fighter and ultimate capture was legendary, and her courage to face her French colonial executors without a blindfold so that she could look them in the eye as she screamed, Vive liberté, en bas esclavage, had been told to children for generations. For this reason, some anticipated that, quote, the subject was too well known, end quote, for Perez's theatrical staging of Belair's life.
However, as one reviewer recounted the day after the play premiered at the Rex Theater on August 10th, 1942, quote, "The magnificent drama with true events and feelings, hugging historical truth, had more in its interpretation than great merit not to fall into what is called the false ideal. On the contrary, a true ideal emerges that was created by the acts, the hopes, the defeats, and the immense and noble love of the freedom of these heroic and impassioned beings," end quote. After the first act, the reviewer stated, "Ms. Perez is to be congratulated. The exhibition is sober, clear, and quick," end quote. And by the third and final act, reviewers explained, "Well, we already knew that Charles and Sanité were lost, and yet such is the intensity that Mrs. Perez knew to give to her drama that in spite of our knowledge, we were interested in their fate. We followed passionately, breathless, toward what yet we knew had to happen," end quote. The inevitability of the 21-year-old revolutionary's fate on October 5th, 1802, did not stop Perez from telling the story again and again. In this performance ritual, Perez staged Sanité's care for the nation. As the reviewer recalled, quote, "Full of enthusiasm and hatred against slavery, Sanité Belair ignites the soldiers with her voice, filled with the accents of victory and freedom," end quote. Perez turned her audience to a newly lit revolutionary promise. This possibility had a sonic quality. Through young women's voices, Perez orchestrated an emboldened women-centered past and cast that touched the audience. The vocality that the audience collectively experienced in August 1942 was not the dramatized battle cries of Belair. Perez also scripted Haitian Vodun songs and dances into the play. While audience members may have been riveted by the portrayal of Sanité, Perez used the character of Sanité's goddaughter, Marie, to carry what would ultimately be the lasting legacy of the play. As dancer and choreographer Emerante de Pradines later recalled, quote, "I played and sung there at the Rex Theater the role of the goddaughter of Sanité Belair," end quote. Similar to Perez, it was also Pradines' first play, and as she says, it, quote, "was on this occasion that I sang my first songs. Never before had someone sung these songs on stage," end quote. The historical weight of the play by a woman playwright about a historical woman figure, with women singing and dancing songs from women's research, which Dr. Sabine's going to talk about, and practice, cannot be overstated. In 1942, Haiti was experiencing the political transition of power from the Sténiol Vincent administration to the Elie Lescaut presidency. Vincent was staunchly against the practice of Vodun, and in his last year of office supported anti-superstition campaigns led by the Haitian, in corroboration with the Haitian Catholic Church, that criminalized practices of Vodun, resulting in a new wave of violent repression of the life practice. Lescaut inherited this practice initiatives, as well as the growing enthusiasm and scientific and philosophic study of Haitian folklore and cultural practices, dances, songs, and beliefs. These same dances, songs, and beliefs are ones that Mary Madeleine's father studied and espoused. The artistic praise and novelty of Sanité Belair in the early 1940s was significant. However, read alongside Perez's words to Marie Madeleine, to her niece, the play also signals and cites her feminist orientation. Enraptured by the skill and content of the performance of the goddaughter, the audience may have overlooked her actual character, Marie. Perez wrote a likely fictionalized goddaughter into the Sanité Belair script.
In the midst of song, dance, and rapid dialogue about military encounters, Sanité's goddaughter reminds the audience that the revolutionary warrior was a marraine. Sanité's inevitable violent corporal death was repeatedly refused by the presence of the future calling her name. Over and over again, every act has her goddaughter, has her screaming, "Marraine, Marraine." Their fates were linked. Between her letter in 1936 and her scripting of Belaire's goddaughter in 1942, Perez established an archival record of the sacred and political calling to care for women as a measure of Haitian citizenship. She choreographed women's relationship to one another and wrote Haitian women and girls into the national script as co-creators of a future with them in it. Here, then, the octave of Belaire's cry, "Long live freedom, down with slavery," was elevated. The frequency amplified the possibilities and expanded this form of freedom and this co-parenting that Perez articulated in her letter and in Sanité's mothering may have truly meant love. Between Mary Madeleine's 6th and 10th birthdays, her aunt wrote a play and her father became a senator for the second time. While seemingly separate events, these events were very much intertwined as contextual frames for the 1940s. As a presidential candidate against Vincent in the 1930s, and then leading opposition senator against the president, Price-Mars' politics and work, particularly his study of Haitian African ancestry, were in conflict with Vincent's administration. When Lesko was elected president in May 1941, Price-Mars returned to the Senate that same year. Additionally, as an outgrowth of his work and his philosophies around Haitian culture and thinking. The institutionalization of research on African traditions and Haitian cultural practices also expanded the capacity for the Haitian arts movement to grow and be supported across national class and cultural differences. The Haitian arts movement also resonated with the broader Negritude movement that celebrated the study of African cultures. A year and a half after she published the letter to her niece, Perez resigned as editor-in-chief of La Voix des Femmes. She continued to be involved in La Ligue, which used her home in Pétionville as a school location to teach writing and reading. But she also spent time working on her journal, a creative writing and poetry that was established in 1937, titled La Semeuse. It is unclear how long Perez worked on Sanité Belair before its public production, but Perez likely tilled her thinking about the play through her journal. As Perez moved forward with publishing, La Voix des Femmes remained a place for her to share and learn about women's different political thoughts and practices. La Voix des Femmes, La Ligue women had relative clarity about the enormity of the systems of oppression and political structures that supported women's dispossession, and they conceded that not all would be reconciled in their lifetime. But as Perez's work reflects, they were committed to setting the scene for Haitian girls and women to fly, like those butterflies, in the way that goes towards the light. Thank you. Thank you very much, Grace, for that lyrical exposition of the theater of this incredible trajectory from one generation and one movement to another. So now we will have Sabine Lamour, who is going to be talking about a woman who is a pillar of Haitian feminist theory.
Et merci beaucoup. Je tiens à dire merci au CLACS de m'avoir invité en tant que chercheur et pour cette année académique. Je te remercie, Neil, pour ton accueil chaleureux au sein de l'équipe. Je remercie Alisa et Marie-Isabelle pour leur support en général et particulièrement dans l'organisation de cette activité. Cet après-midi, je vais parler sur l'engagement féministe de Suzanne Comer-Sylvain. Suzanne Comer-Sylvain, 1898-1915, c'est la première femme anthropologue en Haïti. Suzanne Comer-Sylvain, Suzanne Sylvain, Comer de son nom d'épouse, est à la fois reconnue comme linguiste et anthropologue. Ses travaux les plus connus concernent le folklore haïtien et le créole, qui furent d'ailleurs les champs d'études de ses 2 thèses de doctorat réalisées sous la direction de Marcel Mauss. La cartographie de ses collaborations, rencontres et correspondances laisse entrevoir un réseau d'intellectuels au sein duquel dominent les anthropologues et les linguistes. Les plus proéminents de l'époque, dont entre autres Price Mars, Marcel Mauss, Bonilo Manilovski et Alfred Métro. À une époque où les femmes fréquentaient peu les milieux scientifiques, Suzanne Comer-Sylvain s'est imposée en contribuant savamment au débat autour des langues créoles. Elle est appréciée dans la Caraïbe, aux États-Unis et en France pour la continuité linguistique qu'elle a révélée entre le créole haïtien et les langues d'Afrique de l'Ouest et du Centre, particulièrement les langues Ewe et Fon. Toutefois, ses apports aux études féministes sont moins explorés. Même si elle fut reconnue par ses pairs, elle fut aussi membre de la Ligue féminine d'action sociale, notamment ses sœurs de combat, les sœurs de la Ligue, qui disaient d'elle en 1937, elle sera le pivot autour duquel évoluera définitivement le féminisme haïtien. La voix des femmes, 2, numéro 19, 1937. S'intéresser à l'engagement féministe de Comer-Sylvain revient à replacer le féminisme haïtien dans la fièvre intellectuelle qui a surgi dans ce pays pendant l'entre-deux-guerres. Dans une perspective de problématisation de l'oubli, qui souligne l'apport des féministes haïtiennes aux réflexions rapportant les oppressions que subissent les femmes, mon propos retrace la contribution de cette femme au débat qui concerne d'une part le féminisme en Haïti et d'autre part le féminisme noir au niveau international. Partant de là, ma présentation s'articule autour de 3 points. Le contexte de vie de Suzanne, les sources de son engagement, ses travaux et apports aux études féministes de manière globale. Présenter le contexte de vie de Comer-Sylvain revient à reconstituer sa biographie sociale, tout en dévoilant les contextes socialisateurs qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue. Elle était l'aînée d'une fratrie de 7 enfants, de Georges Sylvain et d'Eugénie Malbranche. Son père fut un ancien ministre d'Haïti à Paris. Suzanne a grandi dans un contexte sociopolitique, international et national porteur de changements intenses. Elle a grandi dans une famille catholique cultivée de Port-au-Prince au moment de la première occupation du pays par les États-Unis en 1915. Elle a évolué au milieu des personnalités qui animaient les sphères associatives, intellectuelles, culturelles et politiques d'Haïti de l'époque. Elle est contemporaine de l'accès des filles des familles aisées à l'acquisition d'une formation professionnelle. En témoigne la création de l'école des filles Élie Dubois et de l'école nationale des institutrices qui, selon George Covington, a joué un rôle clé dans l'émancipation des Port-au-Prinциennes. Sur le plan familial, Suzanne a évolué dans l'une des familles les plus en vue sur le plan intellectuel en Haïti à l'époque. Son parcours intellectuel atteste l'existence d'un capital culturel et militant considérable dont la transmission au féminin s'est effectuée d'une génération à l'autre. Elle fut aussi la première haïtienne à détenir un baccalauréat, une licence, puis un doctorat qu'elle soutiendra à Paris dans les années 30. Première femme de sa condition à occuper un poste de secrétaire au sein de l'administration publique à Damien, ministère de l'Agriculture, en 1925 à 26 ans. En 1935, elle fut assistante de recherche à l'Université de Londres sous la direction de Malinowski. En 1959, elle a participé à Oxford au séminaire d'Evans Pritchard. Elle a soutenu un mémoire de fin d'études à l'École pratique des hautes études sous la direction de Marcel Mauss. Sur le plan international, elle est la contemporaine des sœurs Nadal et de Zora Neale Hurston.
Elle a vécu une période d'effervescence intellectuelle noire, marquée notamment par la montée du mouvement de la négritude dans la Caraïbe et en Afrique, de Harlem Renaissance aux États-Unis et de l'indigénisme en Haïti. L'indigénisme dont Grace a parlé. Comprendre les sources de l'engagement féministe chez Commerce Sylvain revient à appréhender qu'elle avait baigné dans un environnement où les femmes étaient des figures inspirantes. Sa trajectoire sociale met en évidence des expériences socialisatrices où les figures matricielles ont joué des rôles clés en tant que figures d'autrui significatifs. Cela ne veut nullement dire que des figures masculines n'ont pas compté dans sa vie intellectuelle et militante. Je pense en particulier à son père Georges Sylvain, qui fut pour elle une source d'inspiration notoire au regard de l'attention qu'il accorde au folklore et au conte. Sans oublier Normil Sylvain, son frère qui fut l'un des théoriciens de l'indigénisme pendant l'occupation du pays par les États-Unis. Et son oncle Benito Sylvain qui fut un pilier dans la mise en place d'une praxis panafricaniste en France et en Éthiopie. Sa socialisation s'est effectuée dans un réseau complexe de relations dont la famille, la classe sociale et les enjeux de coloris en Haïti ont joué un rôle non négligeable. Eugénie Malebranche-Sylvain, sa mère, était parmi les Haïtiennes qui avaient lutté contre l'occupation du pays par les États-Unis en dénonçant les viols commis par les soldats états-uniens sur les femmes haïtiennes. En témoigne le travail de Grace Sanders. Durant cet événement, Malebranche-Sylvain avait joué un rôle de restauratrice de la dignité en luttant contre la politique sexuelle déshumanisante et génocidaire des Marines contre les Haïtiennes et le peuple haïtien. Elle fut l'une des représentantes de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté en Haïti. Outre sa mère, sa nounou, Amise, a joué un rôle dans son parcours intellectuel en jouant le rôle de passeuse de culture, en lui racontant les contes et les histoires populaires. Si j'admets que les histoires et les contes brisés pendant l'enfance sont gravés en nous et font partie du patrimoine collectif, Amise avait partagé avec elle, au travers des histoires, des émotions, des liens d'attachement inébranlables. Commerce Sylvain a nourri un profond intérêt pour les contes, les rites traditionnels et les cérémonies à travers lesquelles Amise lui aurait permis d'accéder à des croyances, des visions du monde, bref, des formes d'ingéniosité et de résistance des femmes issues de la paysannerie haïtienne. Si l'on se réfère aux correspondances échangées entre les sœurs Sylvain, qu'on peut retrouver sur le site de Stanford University, on conclut que ces femmes entretenaient entre elles des liens empreints d'affection, de tendresse et de camaraderie politique. Avec Jeanne, sa sœur, Jeanne Sylvain, les mots échangés montraient des formes élevées d'attention et de bienveillance entre sœurs biologiques. Avec ses sœurs de combat au sein de la Ligue féminine d'action sociale, Commerce Sylvain avait évolué dans une communauté épistémique, c'est-à-dire une communauté de femmes concernées par la production et la diffusion de connaissances sur les femmes en vue de contribuer à la transformation de leurs conditions de vie. La voix des femmes permettait de cimenter les liens entre les femmes de la Ligue en facilitant la circulation de nouvelles idées dans la société, de la société féminine organisée vers le gouvernement. Suzanne avait toute une constellation de femmes brillantes et inspirantes qui gravitaient autour d'elle. Cette constellation laisse entrevoir des liens en divers espaces, politiques, culturels et sociaux. Son capital relationnel et les ressources multiples issues tant de sa classe que de celle d'Amise, par exemple, lui ont permis de construire une citoyenneté sociale et culturelle qui assurait ses entrées, je suppose, autant dans les lacous que les salons les plus huppés de Port-au-Prince. En témoignent ses travaux à Kinskoff, qui était devenu sa zone de résidence secondaire, et les liens développés avec les paysans de la zone. Commerce Sylvain a fait des réalités des femmes un enjeu intellectuel dès ses premières publications à Port-au-Prince dans les années 30. Sa pensée et son engagement politique culturel se rejoignent pour l'aider à construire avec sa sœur, particulièrement Madeleine Sylvain Bouchereau, une conscience féministe et un engagement qui se remarque à travers l'accent qu'elle met dans l'étude des réalités des femmes tant en Haïti qu'à l'extérieur. Et l'attention aussi qu'elle apporte à la condition féminine tant sur les plans matériels et idéaux. Elle compte parmi les premiers intellectuels à questionner les réalités des fillettes en Haïti, notamment celles qui vivent en domesticité. Publiée dans La Voix des femmes,
volume 5, numéro 52, octobre-novembre 1940. Elle a fait une recherche, et cette recherche fut commanditée par le gouvernement qui s'intitula « Ce que font nos fillettes en dehors des heures de classe, enquête parmi les élèves des écoles nationales de Port-au-Prince ». Dans cette étude, Commerce-Sylvain pointe la façon dont la classe, les dynamiques spatiales et le genre s'imbriquent pour définir les opportunités éducatives auxquelles les filles ont accès. Elle a démontré, lorsque les deux parents sont analphabètes et la famille nombreuse, les filles courent le risque de ne pas dépasser le préparatoire. Sans la nommer, la question de l'intersectionnalité était déjà présente dans le travail de Commerce-Sylvain dans les années 30 à Port-au-Prince. Cette étude témoigne des préoccupations de l'auteur pour les questions de justice sociale et de mesures correctives à l'endroit de cette catégorie. Elle accorde une attention aux réalités des filles dans un contexte où la gestion des loisirs et du temps sont des enjeux d'épanouissement pour les individus de sexe féminin. Dans Notre paysanne Adelcia, publié dans la revue Études haïtiennes en 1939, Commerce-Sylvain montre la même attention pour la condition des femmes de la paysannerie haïtienne. Elle offre plusieurs pistes de réflexion pour penser la reproduction des rapports inégalitaires de genre qui commencent dès l'enfance en Haïti. Elle soulève la question de la naturalisation des rôles sexués au sein des familles, ainsi que les mécanismes qui imposent des contraintes concurrentes aux filles, les empêchant de jouir de leur temps et de leur enfance en questionnant le rôle de gado, c'est-à-dire le rôle d'une personne qui prend en charge le rôle de nounou à l'intérieur d'une famille entre aînés et cadettes. Le travail des femmes est l'un des sujets de réflexion de Suzanne Commerce-Sylvain qui présente le parcours d'Adelcia qui travaille avec sa grand-mère, marchande ambulante depuis sa plus tendre enfance. Notre auteur a su déceler le travail de socialisation qui se fait entre Granyaya et Adelcia en vue de la transmission du métier de marchande tout en apprenant les bases de construction de son réseau de clients, de pratiques entre urbaines et paysannes en Haïti. Dans Femmes de Lomé, elle s'est intéressée aux défauts et qualités des hommes togolais. Ces questions s'articulent au fait que le choix d'un fiancé dépendait grandement des perceptions que se faisait une femme de l'homme en général à Lomé. Dans Femmes de Kinshasa, Femmes de Kinshasa concerne les résultats de 2 recherches conduites par Suzanne Commerce-Sylvain entre 1943 et 1945 et après en 1965. La première étude fut menée sur le territoire dénommé Léopoldville et la seconde à Kinshasa, ex-Léopoldville. Dans la première recherche, elle dessine la vie des Quinoises en analysant leur situation vis-à-vis de l'administration, de leur éducation scolaire et de leurs conditions de vie. Le second met plus d'accent sur la vie de tous les jours des Africaines. Elle y parle longuement des associations féminines, notamment de leur rôle dans l'émancipation de la gente féminine dans ce pays. Au Nigeria, à Lagos, de façon mémorable, elle retranscrit l'activité des femmes commerçantes sur les marchés de Lagos au Nigeria. En termes de postérité, la vie des femmes et des filles noires constitue un enjeu central des travaux de Commerce-Sylvain. La synthèse de ces travaux de recherche a permis de relever une constante, le souci des femmes, à travers les discours les concernant leur bien-être et agentivité. Celles-ci sont saisies suivant une perspective holistique. Elles construisent leur expérience en objet de réflexion en tenant compte tant de l'ordinaire que de l'essentiel. Elle décrit avec la même intensité la beauté, la grâce et les talents de danseuse d'Adelcia que sa capacité extraordinaire pour les calculs mentaux. Le passage relatif à Granyaya et à Adelcia et aux questions posées aux femmes de Lomé à propos de leur attente dans les relations de type affectif avec les hommes témoigne de sa sensibilité féministe. En suivant cette perspective, elle prend le risque de l'alchimie pour reprendre Béatrice Persado. En s'employant à co-construire le savoir avec ses informatrices, ses écrits sur les réalités haïtiennes conduisent à une double possibilité. L'accès au discours sur les femmes et l'accès au discours des femmes. Ils permettent d'expliquer certaines logiques d'action et les processus collectifs qui sont à l'œuvre dans la vie des femmes. Les réflexions portées sur les expériences individuelles et privées des femmes ont inspiré des prises de conscience qui sont traduites en décisions au sein de la Ligue féminine d'action sociale.
Les études menées par Commerce Sylvain et Sylvain Bouchot sur le mariage et le plaçage en Haïti ont probablement inspiré la révision des lois relatives au statut de la femme mariée et des enfants nés hors mariage, opérée en Haïti pendant les années 40 et 50. Les acquis engrangés par ces féministes se remarquent jusqu'au début des années 80 avec la publication du décret de 1982 reconnaissant la majorité juridique des femmes mariées après la signature du CEDEF en 1981 par l'État haïtien et la promulgation en 2014 du décret sur la paternité, la maternité et la filiation. En conclusion, Commerce Sylvain a entrepris ses recherches à un moment où la question des femmes était marginale dans le monde académique. En pionnière, elle a osé questionner l'universalisme de l'époque en partageant l'expérience des femmes noires. Ses écrits ont permis d'ébranler l'idée selon laquelle toutes les femmes vivent les mêmes expériences et sont confrontées aux mêmes obstacles dans leur vie en tant que femmes. Elle a pris en compte les compétences transmises aux filles via la socialisation par la réplication et la manière dont celles-ci se déploient dans certaines situations. Elle suggère des formes d'agentivité qui poussent les femmes à faire face sans grand dommage aux adversités de la vie, renvoyant à l'infrapolitique, c'est-à-dire une grande variété de formes discrètes de résistance qui n'osent pas dire leur nom et qui se développent faute de pouvoir agir de manière visible à l'encontre des dominants. C'est ce que les féministes haïtiennes appellent l'adresse femme. L'adresse devient un art de la résistance qui sert à maintenir leur famille et certaines fois elles-mêmes en vie. Elle a ainsi contribué à la construction d'une épistémologie et d'une ontologie ancrée dans la tradition haïtienne. Sa pensée a su problématiser des enjeux importants de notre réalité, dont la reconnaissance sociale, les inégalités et l'accès aux droits. Ces réflexions ont inspiré des propositions politiques qui concernent tant les femmes des classes aisées que les autres groupes de femmes. Entre expérience, pensée et action, les recherches de Commerce Sylvain et de ses sœurs ont répondu aux deux questions fondamentales du féminisme noir d'après Patricia Hill Collins. Que faudra-t-il pour libérer les femmes noires et pour qui travaillons-nous? Aussi, le travail de Commerce Sylvain s'inscrit dans la perspective de justice sociale portée par le féminisme noir. Sur le plan théorique, Commerce Sylvain a produit de la connaissance sur les femmes noires haïtiennes et de certains pays d'Afrique, en ancrant ses démarches de recherche dans un écosystème de savoir situé, relié à des modes de subsistance, des cycles de vie, des croyances et des cosmogonies spécifiques. Mon propos sur l'engagement féministe de Commerce Sylvain montre le processus de construction collective d'activistes et d'intellectuels nourris autant par les savoirs populaires que par les sciences sociales dominantes de l'époque. Inspiré par la philosophie indigéniste, prônant un retour à ce qui serait propre à Haïti, son engagement féministe installe les bases d'un féminisme qu'on pourrait qualifier de féminisme haïtiano-centré. L'espace matriciel imprégnant ce féminisme suggère la construction de formes de sororité axées sur une inclusivité interclasse et intergénérationnelle. Sans nier les rapports de pouvoir traversant les positions de chaque femme, son féminisme laisse entrevoir un espace où Eugénie Malbranche-Sylvain, sa mère, autant qu'Amine Sanounou, peut apporter une pierre à la construction des idées et de l'action féministe. Les documents auxquels j'ai accès ne prouvent pas que Commerce Sylvain aurait questionné ses privilèges en tant que femme de la haute bourgeoisie haïtienne. Ses études sur les Africaines n'attestent pas non plus qu'elles auraient interrogé le cadre colonial dans lequel elle avait construit ces informations. Pourtant, son féminisme rompt avec toute perspective identitaire et revendique une posture émancipatrice globale. En témoigne l'attention qu'elle porte à la place des femmes chanteuses de rumba dans les récits des indépendances à Kinshasa. Ses écrits transpirent une tradition où des femmes évoluant dans des sociétés traversées par de multiples dominations s'arrangent pour dire leur réalité. Ces écrits proposent donc une approche dynamique des réalités des Haïtiennes et des Africaines. Son travail est une invitation à comprendre les processus sociaux pour agir et transformer les rapports de pouvoir, incluant ceux de sexe. En définitive, elle a légué au féminisme noir francophone un matrimoine réflexif précieux. Au final, son féminisme propose la conservation d'une forme d'enracinement et une forme de fidélité à soi, sans faire l'économie d'une ouverture sur ce que les autres peuvent aussi nous apporter. Merci.
Merci beaucoup, Sabine, pour cette exposition tellement riche et révélatrice des travaux et du parcours de Suzanne Comer, et dont le nom, il fallait que je cherche pour savoir comment le dire correctement. Ensuite, on aura Célia Romulus qui va nous parler du féminisme pendant la dictature en Haïti, c'est-à-dire pendant la période 1957 à 1986, qui s'ensuit directement et très bien de ce qu'on vient d'entendre. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais commencer par me joindre à mes camarades pour remercier le Centre d'études latino-américaines et caribéennes pour le bel accueil qui nous a été réservé, Dr Lamour pour avoir conçu cet événement, Marie-Isabelle et Eliza pour effectivement avoir contribué à rendre cet événement fructueux et en faire un succès. J'ai décidé que c'était un succès. Voilà. Donc effectivement, je prends la suite de mes camarades. C'est une suite qui paraît chronologique, mais évidemment, c'est pas aussi simple. Mais c'est aussi une présentation qui vise à un petit peu à souligner, en fait, justement, les aspects communs de ces différentes interventions et de ces aspects qui sont plus ou moins réactivés à travers différentes générations de féminisme, et dans ce qui traduit finalement une transmission intergénérationnelle qu'on trouve dans le travail de toutes ces femmes-là à différentes époques. Je me concentre effectivement sur la période du Valérisme, donc je vais commencer en vous donnant quelques éléments de contexte, sans trop aller dans le détail, mais comme effectivement on l'a dit, on parle d'une période qui s'étend de 1957 à 1986. C'est une période qui est marquée par, on va dire, des épisodes de violence politique sans précédent dans le pays. Et en ce qui concerne, on va dire, la liberté d'expression et la liberté associative, ce sont des attaques constantes et répétées contre ces deux types de libertés. Ces attaques-là ne sont pas, on va dire, une innovation du régime du valérisme, mais ont juste atteint des niveaux, une intensité qui était sans précédent à ce moment-là. On voit que ces attaques se font à travers des réformes du cadre législatif et des constitutions. Donc on voit que les constitutions du valérisme, par exemple, de 1964 et 71, ne garantissent plus effectivement, on va dire, la liberté d'expression, la liberté associative. On voit qu'il y a différentes lois qui sont prévues spécifiquement pour, on va dire, sanctionner et réprimer la formulation d'idées, notamment des idées qui entrent en opposition avec ce régime, notamment la loi anticommuniste de 1969, qui finalement sanctionne de la peine de mort toute affiliation ou, on va dire, suspicion d'affiliation avec des mouvements communistes. Et il faut savoir que ces lois sont formulées d'une manière tellement générale qu'il y a toutes sortes de places à l'interprétation, ce qui fait qu'on peut plus ou moins condamner tout le monde et n'importe qui. Et donc, en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on voit ce qui va se produire avec, on va dire, ces initiatives, ces mouvements, ces productions intellectuelles féministes dont mes camarades viennent de parler. Et donc, je pense que c'est tout à fait important de noter qu'au tout début du régime du valérisme, donc dès 1958, Ivona Kim Rimpel va effectivement être victime d'une attaque et d'une agression. Donc, son enlèvement, on va dire, et son agression sont tout à fait symptomatiques des types de violences qui sont mis en œuvre par ce régime. On a à la fois l'utilisation de la violence sexuelle à l'égard des femmes comme arme politique. On a aussi la construction de silence autour des spécificités de ces violences-là et finalement des effets de disciplinarisation, si vous voulez, des corps qui sont produits à travers ces violences et à travers la répression en général. Donc tout ça pour dire qu'arrivé à la moitié des années 60, tout ce qui est syndicats, partis politiques, associations, donc toutes les institutions qui peuvent reproduire des élites, mais aussi forger les opinions, sont interdites. Les membres sont pourchassés, emprisonnés. Donc, toutes sortes de violences politiques est mis en œuvre pour être sûr qu'effectivement, il n'y ait pas d'opposition au régime. Donc, c'est dans ce contexte-là, en fait, que finalement, ces organisations sont obligées, en fait, de travailler en clandestinité et ou à l'étranger. Et c'est dans ce contexte-là aussi que différents mouvements féministes haïtiens vont émerger.
dans ces contextes diasporiques. Juste pour vous donner une idée, quand on parle des travaux universitaires qui traitent du valérisme, on a différentes tendances qui émergent. Pour les travaux, on va dire, dits majoritaires, ce sont des travaux qui sont basés sur la prémisse d'une amnésie politique collective en ce qui concerne le régime, donc une absence de mémoire. On a aussi le fait que ce régime du valérisme est caractérisé, comme je disais, avec des niveaux de contrôle étatique et de violence qui sont sans précédent, ce qui va redéfinir les politiques étatiques, mais aussi créer des vagues de migration vers différents centres, y compris le Canada. Beaucoup des analyses qu'on retrouve vont être dénuées d'une analyse genrée ou d'une analyse transnationale, ce qui va contribuer finalement à l'effacement des expériences des femmes et du militantisme des femmes. D'où la nécessité de revenir finalement à des histoires de vie, qui nous permettent en fait de réfléchir à la fois au mode de résistance, mais aussi à la circulation des idées et à la circulation des personnes au-delà des frontières. C'est des histoires de vie qu'on finalement on peut mettre en conversation avec différentes archives, des archives qui sont situées dans différentes géographies, y compris en Haïti. J'en profite pour préciser que ma recherche a été, on va dire, facilitée et possible grâce à la mise à disposition des archives du collectif contre l'impunité qui est coordonné par Dernier Magloire, qui nous rejoint depuis Zoom. Le contexte politique dans lequel vont émerger ces organisations, c'est l'écosystème, on va dire, sociopolitique montréalais des années 70 et 80, pour le contexte sur lequel j'essaie de mettre l'accent. Donc, dans ce contexte-là, à cette époque, nos nouveaux et nouvelles arrivantes à Montréal sont confrontés à différents systèmes imbriqués, on va dire des systèmes d'oppression qui sont imbriqués et qui impliquent de la surveillance étatique, à la fois venant du système du valériste à travers la communauté et aussi le consulat haïtien à Montréal, mais aussi une surveillance de l'État canadien qui, à ce moment-là, est en train de surveiller les Noirs radicaux qui sont basés à Montréal. Et donc, les interventions dont on parle sont à l'intersection, en fait, de ces systèmes de surveillance, ce qui fait qu'encore une fois, on a un autre mécanisme qui va favoriser les effacements dans les archives de ces actions-là. OK? Et donc, ce n'est pas neutre parce que beaucoup de la militance dont on va parler va toujours mettre l'accent en fait, sur la production de savoir à travers la production de différentes revues, de publications, etc., etc. Et donc, on peut voir que finalement, ces publications vont toujours intervenir comme des sortes de contre-récits ou des récits contre-hégémoniques pour contrecarrer ces effacements, mais aussi des récits hégémoniques qui viennent de l'État canadien ou l'État du valériste. On voit aussi que les mouvements dont on parle collaborent avec une diversité d'organisations, que ce soit le mouvement souverainiste, les syndicats, des mouvements de solidarité entre le Québec et l'Amérique latine, mais aussi des mouvements anticoloniaux et anti-impérialistes de manière générale. Et donc, pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets de ce dont je parle, je voulais mettre l'accent sur la Maison d'Haïti, qui est une organisation communautaire qui est fondée en 1972, et en fait qui visait à faciliter l'intégration des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants haïtiens et haïtiennes à Montréal. Et donc, pour ce faire, identifier des barrières sociopolitiques, culturelles à leur intégration et essayer de trouver des systèmes, en fait, pour appuyer ces arrivants et ces arrivantes dans l'accès à l'éducation, au travail, à l'emploi. Je vais dire... non. Aidez-moi. Au logement, voilà. Il me manquait quelque chose. Et donc, cette organisation va servir, en fait, aussi d'organisation parapluie, c'est-à-dire qu'elle est également un local dans lequel d'autres organisations vont pouvoir se loger, développer des initiatives. Et ça va être le cas de deux organisations féministes, une qui s'appelle Rassemblement Femmes Haïtiennes, qui est créée en 1975, et une autre qui s'appelle Les Graisses Voyants, qui va prendre la suite de cette première organisation. Les deux organisations partagent, en fait, des aires de programmatiques ou stratégiques, si vous voulez, dans le sens où les deux travaillent à promouvoir les droits des femmes haïtiennes, que ce soit en Haïti ou à Montréal. Et vous verrez par la suite, ont aussi des priorités qui sont, on va dire, directement liées, on va dire, à l'antiduvalierisme à l'époque. Donc là, vous voyez, par exemple, que c'est le document fondateur de RAFA, de Rassemblement Femmes Haïtiennes. Et donc, vous pouvez voir, effectivement, qu'il y a, comme je vous disais, cette emphase qui va être mise sur les droits des femmes haïtiennes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, mais également, en fait, une emphase sur les droits démocratiques des Haïtiens et des Haïtiennes en Haïti.
Et la troisième chose qui va nous intéresser également, c'est la prise de positionnement en solidarité avec différents mouvements qui luttent contre différentes formes d'oppression et de discrimination. On retrouve encore une fois, on va dire, les tendances ou les couleurs intersectionnelles dont parlaient Sabine et Grace précédemment. Et on les retrouve toujours dans ce travail, en fait. OK? Donc, pour un petit peu, on va dire, simplifier notre réflexion, j'ai choisi de répartir ces stratégies en 3 axes. C'est évidemment des axes qui sont complètement, on va dire, qui visent à nous aider à analyser, mais qui se renforcent les uns les autres. Et donc, les frontières sont parfois un peu floues. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a le gros du travail vise également à contrecarrer, on va dire, les violences épistémiques et donc à produire des contre-récits qui vont valoriser des traditions de résistance haïtienne, que ce soit des traditions de résistance féministe, des traditions de résistance dans lesquelles on voit des participations de femmes, et mobiliser en fait ces histoires-là et ces généalogies pour dire que, d'une part, on renforce une identité haïtienne à Montréal qui permet de lutter contre le racisme, mais aussi dans la mobilisation de ces histoires-là pour résister à la dictature. Un deuxième axe, c'est effectivement avoir des identifications de besoins dans la communauté pour trouver des solutions par la communauté, pour la communauté. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et le troisième, c'est effectivement des modes organisationnels à travers la création et le renforcement de plateformes. OK? Ici, en fait, je voulais vous montrer la première page d'un article qui est paru en 1982 dans le Canadian Women's Studies Journal, qui illustre certaines de ces stratégies dont je vous parle. Donc, c'est des stratégies qui ont été façonnées par les expériences des femmes haïtiennes en Haïti, leurs expériences comme femmes immigrantes au Québec et comme partie prenante dans les mouvements de solidarité que je viens de citer. Donc, des mouvements qui sont internationalistes, noirs et communistes en général. Ces organisations, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elles soulignent les aspects genrés et racialisés de la violence étatique, mais aussi des migrations, et elles jouent un rôle de fer de lance dans la production de contre-récits et des archives de résistance, comme je vous disais. Donc, on voit que ces femmes mobilisent des généalogies féministes haïtiennes pour contextualiser leur action. Dans les réécrits, on va retrouver les références concrètes à la Ligue, mais également à la participation des femmes dans la Révolution haïtienne, ou effectivement dans la résistance à l'occupation américaine. Donc, c'est une illustration qui nous rappelle celle-ci. Je ne suis pas autrice du dessin. Mais je trouve que c'était une illustration qui était importante parce que ça nous rappelle aussi que ces organisations organisaient également des moments festifs, des moments célébratoires qui sont des moments de création de communautés et d'espaces. Et qui sont des répertoires de résistance sur lesquels, malheureusement, je pense qu'on travaille ou on écrit trop peu. Donc, c'était aussi pour ça que je disais. Et il y avait aussi l'organisation de ce type d'événements pour faire de la collecte de fonds, okay, pour soutenir les campagnes en question. Alors, donc, toujours dans notre première stratégie, qui est une stratégie de production de savoir, mais aussi de dissémination de savoir sur les expériences vécues des Haïtiens et des Haïtiennes à Montréal et en Haïti. On va voir que donc, la Maison d'Haïti et les organisations dont je parle, à savoir que le membership est partagé. On va retrouver ces mêmes personnes à la fois dans les activités de la Maison d'Haïti et dans les organisations féministes. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que j'en parle en commun, en fait. Donc, elles mettent un point d'honneur à transmettre l'histoire et la culture haïtienne afin de renforcer une identité, comme je vous disais, et préparer les prochaines générations à lutter contre le racisme systémique. Donc, ça fait écho à ce dont on parlait précédemment, les transmissions intergénérationnelles, tout ça. Donc, le but, c'est de placer la culture, l'histoire et les savoirs haïtiens et aussi important, en fait, un point important, le créole, en fait, au centre de l'intervention. D'accord? Et donc, sachant que la valorisation de tous ces savoirs-là est faite pour conscientiser les personnes, que ce soit sur des questions de racisme, de sexisme ou effectivement des mobilisations anti-autoritaires. OK? Donc, je voulais vous citer 2 programmes spécifique. Il y en a un qui s'appelle Tipiez Orange Monté, donc qui serait l'oranger qui grandit. Voilà. Et donc, il est fondé en 1976 et qui va perdurer jusque dans les années 90. Et l'autre programme, c'est Nous Gain Pays Tout. Donc, nous avons aussi un pays qui démarre en 1975 et termine en 1983. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 programmes-là traitent de 2 tranches d'âge différemment, mais entre les 2, travaillent avec des enfants et des jeunes âgés d'entre 2 et 17 ans. Et effectivement, le but, c'est de valoriser
des productions artistiques, culturelles haïtiennes, encore une fois, l'histoire haïtienne, pour renforcer cette identité et faciliter, on va dire, des conversations et des débats sur les expériences de ces enfants et ces jeunes-là dans le système canadien, toujours dans une perspective antiraciste. OK? J'ai l'impression de parler super vite, en fait. J'ai peur pour Chadine. Je suis désolée, Chadine. Et merci, Chadine. Donc, la publication « L'expérience type pieds orange montés », contes, légendes, poèmes et chansons pour enfants d'Haïti et d'ailleurs, paraît en 84. Et donc, cette publication-là, pour moi, est encore symptomatique de la façon de travailler parce que beaucoup du travail consistait également à documenter les efforts, documenter les initiatives, les stratégies. Donc, on va retrouver, par exemple, cet esprit-là dans ce document. Et dans ce document qui paraît en 84, on voit effectivement que les interventions sont conçues par des mères haïtiennes pour travailler avec leurs propres enfants, etc. Donc, on a toujours une mobilisation des savoirs qui viennent de la communauté et des expériences vécues, donc qui sont ancrées dans des réalités vécues. Wow. Et donc, what does that mean? De la même manière, mais sur un autre champ de bataille, je dirais, effectivement, ces organisations vont jouer un rôle prépondérant dans la campagne qui va mener, pour la campagne pour la libération de prisonniers et prisonnières politiques en Haïti, qui va être développée dans les années 70. Et donc, en fait, la façon de travailler est toujours dans la production de savoir, c'est-à-dire qu'il s'agit de collecter des témoignages, on va dire, d'anciens prisonniers, anciennes prisonnières politiques, de membres de leur famille, et de trouver des moyens de les disséminer, que ce soit à travers des publications ou des participations dans des conférences internationales. Et c'est là aussi où on va retrouver, on va dire, des participations dans des réseaux qui sont internationalistes. OK? Et au niveau local, ce travail-là va, on va dire, se traduire par la publication de rapports, comme les rapports femmes haïtiennes de 76 et 80. Dans tout ce travail-là, on voit effectivement une insistance sur la résistance épistémique, mais le devoir de mémoire et la responsabilité, en fait, de témoigner à la fois de ce qui s'est produit, mais aussi du rôle des gens dans ces mouvements et du moment où ils sont intervenus, pour lutter contre l'oubli. Okay, je vais vous parler rapidement, je dis bien rapidement pour qu'on ne m'arrête pas, de cette stratégie numéro 3, qui est effectivement le fait de s'engager, de s'organiser dans des réseaux internationalistes. Donc, lié en fait à ce projet, en fait, effectivement, de lutte contre le duvalierisme, mais pas seulement. Donc, on va retrouver ces organisations haïtiennes dans différentes, on va dire, plateformes, que ce soit au niveau québécois, au niveau régional ou au niveau international. Et puis, on voit, en fait, que leur contribution permet, en fait, d'amener différentes grilles d'analyse ou points de vue dans ce qui est le féminisme ou les féministes québécois à l'époque, que ce soit la Ligue des femmes du Québec, qui est majoritairement blanche, ou en fait dans le travail du Congrès des femmes noires, qui, à cette époque-là, parle effectivement des oppressions des Canadiens et Canadiennes noirs, et qui adopte déjà un point de vue internationaliste. On les retrouve dans à travailler en collaboration avec différents autres groupes de femmes, on va dire en Amérique du Nord, mais aussi au Mexique, en France. Et comme je disais, donc le travail en commun et la mise en commun en fait des témoignages, que ce soit sur la répression politique, mais aussi les conditions des femmes en Haïti, va faire l'objet de dissémination dans différentes conférences internationales. Donc, comme je vais déjà citer sa femme haïtienne, qui sont c'est la même publication, en fait, qui est publiée une fois en 1976 et puis rééditée en 1980. Et donc, ces témoignages-là, ils vont être partagés sur différentes plateformes, conférences internationales et plateformes internationalistes, que ce soit le World Conference for International Women's Year en 1975 à Berlin. Et donc là, on retrouve une citation qui, pour moi, est assez symptomatique de la façon de travailler. Donc, qui est issu du rapport. Le rapport est écrit en anglais parce que ça n'a pas été produit par ce collectif-là. Mais ils disent, in addition to the exploitation from which the old people suffer, for women, there is also discrimination against them as women, which make them second-class citizens in social life. It is vital to strengthen solidarity with the women who are fighting at the side of their people to break the chains which are holding them back from progress. Imperialism, colonialism, neocolonialism, Zionism, racism, apartheid, domestic reaction and fascism,
must be opposed. Donc, on voit encore qu'on a des agendas, en fait, d'intervention qui sont imbriqués et qui considèrent toujours qu'il y a différents systèmes d'oppression qu'il faut combattre de manière simultanée. J'ai fait comme si vous n'avez pas entendu. Donc là, je vous ai donné une petite liste des plateformes en question, et puis vous voyez que donc elles sont intervenues à plein d'endroits différents dans les années 70. Et je voulais quand même signifier qu'effectivement, ces interventions ont mené à différentes libérations également de prisonniers politiques, notamment en 77, y compris mon père en l'occurrence. Mais ce n'est pas le seul. Il y a également donc Laurette Badette, et puis il y a également en 77, et également Marguerite Fénelon au début des années 80, de 80 en fait. OK? Donc tout ça pour résumer, comme je vous dis, c'est des stratégies d'intervention qui sont à la fois locales et transnationales. Et ce qui est important pour moi, surtout dans le cadre de la conversation qu'on essaie d'avoir, c'est que c'est un travail qui a créé des généalogies, on va dire, de résistance. Ça veut dire des mémoires de façon de résister. Et donc ces féministes à Montréal ont finalement contribué à écrire l'histoire de la communauté à travers les collectes de témoignages qui ont constitué des contre-récits au récit de l'État canadien et du valiérisme qui était hégémonique. Et donc, ce qui fait que finalement, de ces féministes, des gardiennes de la mémoire de la communauté, des créatrices et on va dire des personnes qui gardent également ces archives de résistance. Et ces façons de travailler, on les retrouve à nouveau en Haïti à la fin de la dictature et encore de nos jours, et dans d'autres géographies. Et c'est important le mot de la fin parce que pour toutes ces femmes-là dont je parle, vous n'allez absolument pas pouvoir lire, mais vous verrez qu'il faut toujours citer les noms. Voyez? Donc, j'ai fait ces petits visuels-là pour pouvoir citer le nom des femmes qui faisaient partie de ces collectifs, avec une pensée spéciale, effectivement, pour Monique Dauphin, qui nous a quittés en 2023, et également une membre du collectif 3 avril de la Maison d'Haïti, qui nous a quittés en mars 2024, qui s'appelle Pascal Romain. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Célia, pour cette exposition aussi riche et qui connecte très bien avec celles intérieures. Et maintenant, je pense à nouveau, il y a une très forte connexion avec ce qui a été dit là et l'exposition de Daniel Magloire, qui est sur l'archive des mouvements féministes haïtiennes entre la matérialité et l'immatérialité. Peut-être on pourrait être là pour pouvoir... Oui, oui. Great. Je peux y aller? Oui. On m'entend? Oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous et merci encore de l'opportunité qui m'est donnée de prendre part à cet événement. Donc je vais tenter de parler des archives et des efforts qui sont faits pour en constituer aussi des difficultés. Je commencerai en faisant le lien avec les propos de Célia Romulus. Les 29 ans de la dictature des Duvalier, donc de 1957 à 1986, ont impliqué un bâillonnement des mouvements sociaux, incluant le mouvement féministe lui-même. La résurgence de ce mouvement féministe survient 2 mois après la chute de la dictature, le 3 avril 1986. Ce jour-là, les Haïtiennes ont signifié leur présence, ont exprimé leurs revendications lors d'une imposante marche à caractère national, car elle s'est tenue aussi bien à la capitale Port-au-Prince que dans les grandes villes de province. En mémoire de cette date, le 3 avril, les féministes ont consacré ce jour-là comme étant la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Ce faisant, en Haïti,
nous commémorons vraiment un mois des droits des femmes qui va de la période du 8 mars à celle du 3 avril, qui est notre journée nationale, où à ce moment-là, bien sûr, le caractère universel des droits des femmes est toujours là, mais nous faisons l'effort de mettre l'accent sur des thématiques particulières en lien avec notre situation et avec aussi la conjoncture. La dictature a provoqué une coupure au niveau des liens intergénérationnels pour l'ensemble des mouvements sociaux, donc pour les féministes également. En dehors de la conquête des droits civils et politiques pour les femmes, il y a une large frange de la génération post-dictature, en particulier celles qui n'avaient pas connu l'éloignement du pays. Eh bien, on trouve une partie de cette génération qui méconnaît les actions de la Ligue féminine d'action sociale, donc première organisation féministe, et qui ont une vision limitée et même bornée de ce qu'elle a été. Et surtout qui ne comprennent pas les circonstances qui ont conduit au déclin de la Ligue. Donc, cette jeune génération a été confortée par l'absence d'un discours féministe affirmé de la part des membres qui survivaient encore de la Ligue, et à ne croire que cette dernière était cantonnée dans des œuvres de bienfaisance sociale entreprises par des bourgeoises bien pensantes. Or, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de gens se sont, et on l'a vu avec Grace Sanders Johnson, intéressés à la Ligue, mais sur la partie qui concerne son déclin, c'est pas, généralement c'est assez peu explicité. Je voudrais juste signaler que ce déclin commence avec les élections qui vont conduire au fait que Duvalier, le dictateur, accède au pouvoir, donc les dissensions qui se produisent à ce moment-là, et aussi la difficulté d'arriver à constituer une relève. Il faut dire aussi que la dictature a vraiment essaimé les mouvements sociaux, y compris des membres de la Ligue. Les gens se sont mis au vert, il y a eu beaucoup de départs du pays, et la capacité de rebondir n'est pas là. Il faut bien prendre la mesure de ce que ça veut dire, ça a signifié militer sous la dictature. Donc, mais ça, c'est un autre propos, mais je crois personnellement que vraiment le fait que le déclin ne soit pas bien compris, les circonstances, porte à ne voir qu'un foyer qui a subsisté et une petite clinique comme étant l'essentiel de la Ligue. Mais il reste demeure ça que pour quelles que soient les organisations, la conquête des droits civils et politiques, ça, c'est connu et respecté. Toujours est-il que le fait de rendre compte des luttes des femmes et de leur contribution dans la société, ça a toujours été quand même un souci des féministes, qui ont entrepris des efforts pour ce que nous nommons en Haïti ramasser la fine mémoire femme nous, donc se réapproprier notre mémoire de femme. Cette militance informationnelle a plusieurs objectifs. Il s'agit de produire, il s'agit de transmettre et il s'agit de préserver un matrimoine. À cet égard, il convient de signaler parmi quelques efforts qu'il convient d'épingler. Tout d'abord, il y a le travail de l'organisation InfoFemmes qui, dès 1987, s'est attachée à maintenir des relations avec des membres encore vivants de la Ligue féminine d'action sociale, qui s'est évertuée à collecter et conserver des archives, à faire connaître les luttes menées à travers, en donnant accès aux archives, en réalisant des conférences, des expositions,
Et à cet égard, vraiment, la fondatrice, Clorène Zéphir, avait une vision vraiment parfaite sur cette question-là. Et sa vision a été déterminante. Tout comme il faut signaler le travail de Myriam Merveille, qui est décédée lors du séisme de 2010, qui a été la directrice exécutive d'InfoFemmes. Et c'est sous sa direction que le centre de documentation dénommé Centre de documentation Madeleine Sylvain Bouchereau a été créé. C'est aussi sous sa direction que les archives de la Ligue ont été numérisées, que les prises de position des organisations de femmes d'une manière large, mais en particulier celles des féministes, que ces prises de position ont été archivées et que une collection a été constituée et elle était formée de divers supports utilisés au sein du mouvement des femmes, c'est-à-dire les affiches, les photos, les banderoles, les tracts, les chansons, les t-shirts, etc. Il convient également d'épingler dans ces efforts la publication de journaux qui relataient les actualités féministes ou les actualités d'autres groupes de femmes ne se déclarant pas ouvertement du féminisme. Et il y a eu 2 journaux très importants, Haïti Femmes, qui signifie littéralement l'Haïti des femmes, et Commet, que nous pourrions traduire par sœur. Et puis, il y a eu donc Haïti Femmes qui était produite par InfoFemmes et Commet qui était produite par un centre qui s'appelait le Crâne. Et puis, il y a eu des émissions radiophoniques en créole qui ont été d'abord mises en place par CAIFEM, la Maison des Femmes. Et c'est les premières émissions sur les femmes qui existaient en Haïti. Et par la suite, au sein de Radio Haïti Inter, il y avait une émission qui s'appelait aussi Haïti Femmes, l'Haïti des femmes. Une partie avec le fait que l'université Duke ait repris les archives de Radio Haïti, eh bien, on retrouve beaucoup d'émissions sur le site de cette université. Il faut également signaler un travail de compilation de documents et de compilation de bibliographies et très avec le mouvement féministe ou avec les femmes haïtiennes d'une manière plus générale. Ce travail a été entrepris par un bureau d'études qui s'appelait le TAG et qui avait été mis en place en 1989 par un groupe de femmes se réclamant des idéaux du féminisme. Il faut aussi signaler le fait que des individus, des femmes féministes, qui prennent toute seule l'initiative de collecter et de conserver des documents, de les compiler, d'avoir un certain degré de traitement et de les mettre toutes les fois que c'est nécessaire au service du mouvement. Par exemple, un travail a été effectué en ce sens concernant la date du 3 avril. Depuis la première manifestation de 1986, et puis en ajoutant toutes les actions, les déclarations, les prises de position qui ont été faites chaque année autour de cette date-là. Donc c'est un effort de mise à jour permanent, et ça a porté ses fruits parce qu'au début, cette date n'était pas aussi bien connue et comprise. C'était surtout le 8 mars avec toutes les dérives que nous connaissons concernant cette soi-disant la fête des femmes. Mais à présent, ce n'est plus le cas. C'est une date qui a été, le 3 avril a été complètement appropriée. Et on a célébré les 30 ans de cette date et ça a été vraiment une manifestation d'importance qui a eu lieu à différents endroits du pays pour commémorer cette date hautement symbolique pour le mouvement féministe haïtien. Et puis, comment ne pas signaler en 1997 la parution de l'ouvrage Mémoire de femmes que nous devons à Yasmine Claude Narcisse. Et dans les années 90,
aussi les travaux de la sociologue Carol Charles et plus récemment ceux de Grace Sanders Johnson. Et pour finir, je signalerai la création en 2003 du site MOUKA, M-O-U-K-A, un espace documentaire sur le genre et les droits des femmes haïtiennes. Les archives revêtent donc une importance capitale pour la mémoire, le matrimoine, surtout pour un groupe dominé comme celui des femmes, en particulier pour celles qui sont engagées dans la défense de la cause des femmes. Le récit national haïtien dominant est en effet caractérisé par l'androcentrisme et il en va de même pour l'historiographie concernant les mouvements sociaux qui ne tient guère compte du mouvement féministe, et ce, en dépit du fait que ce mouvement soit né, qu'il s'est développé et qu'il s'est affirmé durant des périodes cruciales de notre histoire. Déjà en 1957, Madeleine Sylvain Bouchereau, une figure de proue de la Ligue féminine d'action sociale, soulignait, et je cite, « L'histoire d'Haïti a été entièrement écrite par des hommes et pour les hommes. Aussi n'y retrouve-t-on guère de traces de la femme, de son influence morale, sociale et économique. L'histoire de l'haïtienne est encore à écrire. Celui qui entreprendra cette tâche difficile aura fort à faire, et ce n'est que par bribes raccrochées ça et là qu'il pourra arriver à définir la condition de la femme à une période donnée. » Fin de citation. Ce constat a été réitéré en 1994 par l'historienne Suzy Castor qui notait, et je cite, « Les références glanées ça et là dans l'historiographie haïtienne gomment totalement l'apport des femmes et ne rendent aucunement compte de leur existence comme sujet et acteur dans le destin historique de ce pays. » Fin de citation. Constituer et préserver les archives représente un véritable défi dans un pays où il n'y a aucune politique publique en la matière. Bien souvent, les archives de l'État ne sont pas elles-mêmes constituées ni préservées de manière systématique et rationnelle, ce qui traduit une absence de mémoire institutionnelle et conduit à une discontinuité dans les initiatives. Cette situation est malheureusement observée au ministère à la condition féminine qui a été créé suite aux luttes des féministes haïtiennes. Donc, une entité qui devrait être un espace particulièrement préoccupé, dédié à la conservation de la mémoire du mouvement des femmes haïtiennes. Force est de constater que ce n'est malheureusement pas le cas. Et puis, parmi autres contraintes, défis, il faut souligner un ensemble de faits, d'événements. Tout d'abord, il convient de garder en mémoire le fait qu'au niveau du pays, les archives sont constituées par une masse importante de littérature grise. On a un faible niveau de publication, d'autant plus que généralement ça se fait à compte d'auteur. Il y a peu de rééditions et donc les textes sont peu accessibles en Haïti, puisqu'ils ne sont plus disponibles. Et puis, à cet égard-là aussi, il faut indexer la responsabilité de la Bibliothèque nationale qui atteste d'un ensemble d'insuffisances en la matière, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Il faut également noter que les collections qui existent sont surtout des collections privées, donc des collections peu accessibles et avec une pérennité qui n'est pas garantie, puisque cela dépend du degré d'intérêt que manifestent ou non les personnes qui héritent de cette collection.
C'est ce qui se passe avec une partie de la documentation concernant la Ligue féminine, les archives de la dernière présidente de la Ligue, l'écrivaine Paulette Poujol-Oriol. Et dans ce dernier cas, c'est vraiment des difficultés, ça veut dire c'est une masse de documents non traités et bon, c'est conservé, mais pas conservé de manière adéquate, et il faudrait des structures, parce que pour une personne, c'est pour l'eau, capable de prendre ça et de pouvoir le traiter et le conserver adéquatement. Le contexte sociopolitique induit également la destruction des archives, soit par des attaques contre des groupes ou des militantes indésirables aux yeux du pouvoir en place. C'est ainsi que l'une des premières victimes connues de la dictature des Duvalier a été Yvonne Hakim-Rempel, une militante féministe engagée dans la Ligue, et une journaliste aussi qui était très critique vis-à-vis du régime depuis la campagne présidentielle jusqu'à l'élection usurpée. On peut citer comme autre exemple les menaces qui ont été perpétrées contre le centre de documentation Madeleine Sylvain Bouchereau en raison des prises de position de l'organisation par rapport à la conjoncture politique. Donc ce centre a été menacé à différentes reprises. Il faut aussi signaler la destruction d'un autre centre de documentation qui n'est pas spécialisé en actualité et littérature féministe, mais qui donnait une vue d'ensemble assez intéressante sur les productions nationales, c'est le centre de documentation du CRISPEC. Il faut aussi retenir le fait du déchoucage, littéralement déraciné, le fait que des populations en colère s'en prennent à des entités symboliques d'un pouvoir décrié. Et bien sûr, ça marche avec un lot de dommages collatéraux. Et cela ne vient pas. Un autre problème qui se pose est celui des espaces dont disposent les groupes qui font l'effort d'essayer de garder leurs archives. D'une part, il y a les déménagements fréquents, ce qui n'est pas une bonne chose, compte tenu que les organisations de femmes ne sont pas propriétaires des espaces qu'elles occupent. Il y a le manque d'espace, il y a les techniques inappropriées, et puis le fait de pouvoir dédier des ressources à cela. Alors, il faut noter à ce propos qu'il y a beaucoup de préjugés de la part des organismes internationaux, puisque quand il faut parler d'Haïti, on ne peut pas simplement se contenter de nommer le pays, il faut qu'on dise Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques. C'est un seul nom. OK? Donc, avec ce regard-là, on considère que ce n'est pas une priorité. La priorité, évidemment, ça doit être l'aide humanitaire, des choses comme ça, comme si l'accès aux connaissances, au savoir, n'était pas porteur de liberté pour les femmes haïtiennes également, en dépit de leur dénuement. J'avais oublié de signaler que le régime des Duvalier ne s'est pas privé de faire pas mal d'autodafé chez les personnes, dans les domiciles des personnes considérées comme des opposants ou présumées telles. Et puis, on ne peut pas ne pas signaler les saisies qui ont été opérées par le gouvernement américain et qui ont, entre autres, pour ne prendre que les événements plus récents, qui ont limité la connaissance des tenants et aboutissants du coup d'État militaire de 1991 à 1994 et qui ont qui ont entravé l'établissement des responsabilités concernant l'utilisation des viols collectifs contre les femmes et les filles et qui servait à terroriser la population.
C'est la même chose avec la question du choléra qui a été introduite par les missions dites onusiennes, les missions de paix en Haïti. Eh bien, un tas de dossiers n'ont pas été disponibles pour les Haïtiens eux-mêmes. Et puis, il y a les catastrophes naturelles telles que le séisme, pour prendre le dernier en date, le plus emblématique, qui est le séisme du 12 janvier, qui a vraiment lourdement impacté la mémoire du mouvement féministe avec l'effondrement des locaux de diverses organisations. Et puis, actuellement, la situation particulière que nous vivons, avec les déplacements forcés, même si c'est de petites archives qui sont perdues, et surtout les destructions criminelles perpétrées par, que l'on observe à travers les agissements des gangs armés qui s'en prennent aux écoles, aux bibliothèques, aux centres de documentation et aux universités. Par ailleurs, une masse critique de documents relatifs au mouvement féministe ou aux femmes haïtiennes se retrouve dans des institutions à l'étranger, avec souvent un accès restreint ou bien conditionné. Accès toutefois plus aisé pour les chercheuses et chercheurs qui sont à l'extérieur. La plupart des travaux sont ainsi produits dans des langues qui ne sont pas les langues nationales d'Haïti, et les bibliographies constituées réfèrent assez peu à ce qui se fait dans le pays lui-même. À ce propos, il est à noter que si on retrouve pas mal d'écrits qui réfèrent ou qui traitent spécifiquement du premier mouvement féministe haïtien, donc de la Ligue, il y a assez peu d'écrits sur le mouvement féministe post-dictature. Les écrits portent bien davantage sur les situations socio-économiques des Haïtiennes. On signale bien sûr qu'elles luttent, mais il n'y a pas un travail aussi fouillé. On peut se demander pourquoi. En tous les cas, les féministes en Haïti se sont donné elles-mêmes pour mandat alors de consigner les faits importants pour leur histoire. Des bilans sont établis, des témoignages écrits, et il faut signaler particulièrement le livre de la CONAP qui s'appelle, la CONAP qui a été, c'est la Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des femmes, qui justement a écrit, et cette publication porte sur une tranche d'histoire qui concerne les efforts et de tout le travail qui a été entrepris en vue de construire des collectifs, d'établir une concertation et une portée nationale. Les opportunités et les contraintes ne sont pas les mêmes selon que l'on produit à l'étranger dans on dispose d'une assise institutionnelle ou bien selon qu'on procède à une action militante, ce qui est le cas des chercheuses vivant en Haïti. Il faut noter à ce sujet que l'université haïtienne n'est malheureusement pas le lieu par excellence où on réalise les recherches et où on trouve une documentation digne de ce nom. Le regard porté sur les événements est certainement, je vais finir bientôt, j'arrive à la fin, est très différent en fonction du lieu dont on parle. Donc les récits produits à l'extérieur font assez peu cas, comme je l'ai signalé du point de vue des actrices. Or, il est important de chercher une validation de ces récits en justement travaillant à rendre audible
la parole des principales concernées, donc à se montrer solidaire du mouvement de manière concrète. Donc, pour conclure, CIA, j'ai fini. Je dirais que la constitution des archives est un enjeu fondamental pour le mouvement féministe haïtien, car il contribue à faire échec à l'invisibilisation des apports des femmes dans la société. Il contribue à mettre en lumière la parole des femmes, en particulier celles engagées dans des collectifs en milieu rural et urbain. Il aide à contrer l'antiféminisme et à prévenir le syndrome de la première fois, c'est-à-dire le fait pour certaines personnes de penser, sans que cela soit avéré, que leur action est inédite. Et par-dessus tout, il s'agit de préserver le patrimoine du mouvement en se dotant de moyens efficaces pour ce faire. Merci. On dit une question. C'est bien. Pardon? Oui. Ou est-ce qu'il y a des questions? Là, maintenant, on va prendre des questions via le Zoom. Oui, donc les gens peuvent utiliser le chat ou la boîte de clavardage, si vous sortez du Québec, pour poser vos questions. Ouais. Non, on n'a pas de questions dans la salle. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la salle, donc il y a beaucoup d'espace pour les gens qui sont sur Zoom. Donc. Ah. Oui. Bon, désolé parce que je suis arrivé en retard. Il m'a fallu 2 heures de route pour arriver ici. Mais j'étais quand même branché Zoom, mais je voulais être ici quand même en personne. Vos présentations soulignent ce proverbe haïtien qui dit que les femmes haïtiennes, c'est roseau, ils pliés, ils pas jamais cassé. Mais je dis cela surtout en faisant référence au manque de soins, de documentation, de préservation des documents au niveau des mouvements féministes haïtiens. Mais malgré tout, on constate que ça ne s'arrête pas, ça continue. Et surtout dans le milieu haïtien que je connais, je pense que ce doit être très difficile pour les mouvements féministes. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il y a un moment de notre histoire où il y a eu un réveil au niveau de la société haïtienne, au niveau de l'appréciation même des mouvements féministes dans le milieu haïtien? Est-ce que je dois clarifier? Vous voulez traduire? Vous pouvez le faire? Ou sinon, je m'en charge? Allez-y. I'm going to summarize, though. Okay. Well, first off, thank you so much for coming from so far away. A 2-hour drive is not nothing. So just to summarize the question, the question was prefaced with the fact that basically Haitian women and feminists have gone through a lot and a lot of different struggles, and it seems like it's not necessarily improving, and like there are, I would say, backlashes, and that like we are cyclically in similar situations. So the question was to whether some of us can identify some points in Haitian history in which there was an acknowledgement of feminist contributions basically to social movements in Haiti, or feminist acknowledgments of feminist work overall. Merci beaucoup, Célia. Tu réponds, je réponds. Oh non, vas-y, je ne suis pas tout Bon, par rapport à cette question, je peux dire que, bon, effectivement, quand je regarde dans les archives, que ce soit en ce qui concerne la Ligue ou bien en ce qui concerne
et le mouvement féministe post-86, il n'y a aucun moment où les actions des femmes sont relatées dans les archives. C'est-à-dire, on doit à chaque fois, nous-mêmes en tant que féministes, prendre en charge et qu'est-ce qu'on va transmettre à la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va dire pour les femmes, qu'est-ce qui s'est passé pour cette catégorie-là à telle période, à une période ou à une autre. Moi, je pense que j'ai une approche plus ou moins mitigée par rapport à ça, parce que d'une part aussi, c'est bien d'écrire son histoire, c'est-à-dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment est-ce qu'on veut apparaître dans l'histoire, comment est-ce qu'on construit le récit. Mais en même temps, je pense aussi que c'est désolant à chaque fois de voir qu'il n'y a pas une forme de reconnaissance politique du travail abattu par les féministes depuis plus de 100 ans dans cette société. Je pense que pour moi-même, c'est pas si mal le fait qu'on peut faire cette restitution nous-mêmes par rapport à ce qu'on a envie de dire sur nous et comment est-ce qu'on veut présenter le mouvement, quel type de récit on veut construire autour de ce mouvement. Mais en même temps aussi, je pense que la reconnaissance politique aussi, à un certain moment, il serait important d'avoir cette reconnaissance-là parce qu'à chaque fois, les gains engrangés, on n'aurait pas besoin de les répéter et de dire, voilà, ce sur quoi on va s'appuyer pour avancer à chaque fois. Je prends comme exemple le CP là qu'on vient de monter et je pense que c'est parce que on n'a pas vu le chemin parcouru par les femmes pour arriver à la question de la citoyenneté en Haïti. Comme on n'a pas pris ça en compte dans les luttes politiques, je pense que à chaque fois on doit rappeler voilà ce qu'on a fait, voilà tout le travail qu'on a abattu depuis 1930, voilà ce qu'on a amené comme réflexion sur la question de la participation politique et voir qu'actuellement, après plus de 50, 70, 80 années, on doit refaire ce même chemin aussi. Certaines fois, c'est assez désolant, mais je ne sais pas. Franchement, bon, pour moi-même, ça ne me pose pas de problème de refaire le même chemin, de donner les explications. Mais je pense que peut-être pour la génération qui était avant moi, c'est un petit peu plus désolant pour dire que, mais qu'est-ce qu'on va laisser à chaque fois aussi? Je pense que c'est là aussi qu'il y a une forme de fatigue et par rapport à la question de la militance. Yeah. La création du ministère à la condition féminine, c'est quand même important. C'est quand même une étape au niveau de l'appréciation. Oui, je parlais de la création du ministère à la condition féminine. Mm-hmm. Je crois que c'est peut-être une étape importante quand même, ou bien du progrès au niveau de l'appréciation de la société, même au niveau étatique, des mouvements féministes. Non? Et je peux dire oui, mais c'est appréciation pour qui et comment est-ce qu'on va témoigner de la reconnaissance par rapport à ce travail-là dans le collectif. Bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je pense qu'effectivement, l'inscription des femmes dans cet espace institutionnel-là, avoir accès au Conseil des ministres, pouvoir discuter ce qui concerne les femmes, leurs réalités les plus intimes, dans un Conseil des ministres, c'est quelque chose d'assez important et c'est un moment politique fort en Haïti. Mais en même temps aussi, on peut voir que les choix politiques de nos dirigeants ou bien les choix politiques des leaders en Haïti aussi, à chaque fois, fragilisent ou mettent en danger tous ces acquis politiques-là et on doit refaire ce même chemin à chaque fois. Mais pour nous, ça reste ce que c'est. Bon, ça, en termes de symbolisme, le ministère demeure quand même un moment fort en termes de participation politique. Depuis la période de la Ligue en 1934, toutes les batailles menées par ces femmes-là pour arriver jusqu'au ministère le 8 novembre 1994, je pense que c'est pas rien quand même. I think I would just add one more thing to that because even if we think about that moment, there are other dates and It's on. You Hello? just have to move closer, I think. hello. I think we can certainly identify dates and so-called wins, but I think part of what Dr. Lamour is speaking towards is that there's a larger that having an institutional win doesn't mean that there's necessarily a comprehensive change. And so we can identify certain moments for sure, but
that doesn't necessarily mean that there's a translation into how that funnels into day-to-day practice, or even how that relationship to the state would be recognized or acknowledged or taken seriously. Il me semble que Daniel Magloire aimerait aussi dire quelque chose. Oui, merci Célia. Je voudrais juste signaler que ce genre de difficultés, elles ne sont pas propres à Haïti. Des pays qui existent bien longtemps, qui ont des centaines d'années d'existence et qui, en termes de développement économique et en termes de puissance militaire, nous dépassent de très loin, eh bien, je vois que ces problèmes perdurent. Je vois qu'aux États-Unis, on fait le décompte à la minute de femmes qui sont violentées. Je vois que les féminicides, eh bien, c'est plus que quotidien. Le problème des gardes partagés, de la prise en charge, des soins, c'est toujours un problème. Donc, ça n'a rien de particulier à Haïti. Ça traduit simplement le caractère patriarcal de la société et le fait que malheureusement, dans les mouvements sociaux, y compris les hommes qui se présentent comme progressistes, sont très peu perméables aux idéaux du féminisme. Ça, par contre, c'est une particularité en Haïti, où on voit très peu d'intellectuels se prononcer ouvertement pour appuyer des revendications féministes. Par contre, lorsqu'il s'agit de moments de crise comme que ceux nous vivons, où les gangs utilisent le viol, eh bien oui, tout le monde parle du viol, des viols, oui, les gangs violent les femmes, etc. Mais c'est une manière d'instrumentaliser la problématique de la violence faite aux femmes, parce que les gangs ne font qu'opérer dans le registre de domination masculine qui prévaut dans la société haïtienne. Et il ne faut pas oublier que parallèlement aux viols perpétrés par les gangs, les viols continuent à être effectués par le citoyen lambda quotidiennement. Donc, le machisme étant très fort dans la société, eh bien, quand il s'agit de droits humains, il faut continuer à se battre, mais il faut dire aussi, il y a beaucoup de gens qui jouissent des droits conquis, mais il n'y a pas autant une masse critique de gens à s'engager pour les promouvoir et les défendre. On a des questions de Zoom. Et la première question vient de Darlene Alexis. Est-ce que dans le monde anglophone, il y a des travaux sur le théâtre révolutionnaire qui prend en compte le Sanit Belair de Jeanne Pires? So do we have, like, I would say in the English world, there are works that take into consideration the work of Sanit Belair de Jeanne Pires, so like using a revolutionary praxis? In terms of examples, Perhaps. I think that's sort of the questions. They didn't mention any example that they wanted you to ask. On va demander des exemples. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est des analyses de la figure de Sanit Belair produites en anglais, ou est-ce que c'est des exemples Exactement. similaires à Sanit Belair exactement. dans une littérature ou un mode anglophone? On n'a pas dit. Okay, I guess you can answer both questions. Okay, I will I answer think we can go both. both ways in this case. I will leave maybe the second one to someone who would know like more of a comparative literature, but certainly not. There is not an English translation or telling of Perez's play. I think I saw Nadev Menar in the room, and she's doing work on the play itself and thinking about what that relationship is to not only the 1940s, but as a part of the genealogy of Haitian women's literature.
I think comparatively, if there were other types of plays in the Anglophone world, I don't know if I'm qualified to speak on those plays. I mean, yeah, I think there's probably someone in that chat who would know better than me. But in terms of historically having this, in fact, I mean, Dr. Menard can speak to this as well, but even access to Perez's play is really difficult to get access to the play. And I think this actually goes to Madame Magloire's point just about how archives are circulated. And so I think I could say transparently that, part of the circulation of even that play happened because I am a part of a well-funded institution that allowed me to seek it out and find it. And then I was sharing with them earlier today, that was the document on WhatsApp. But thinking about this project of archiving and sharing, because part of what I did was just take pictures of it and send it on WhatsApp. And I guess we could think of this technology as an archive, but certainly thinking about exchange and sharing it, because I only had access to the play for the 10 days that I was able to hold on to it. So I think to follow up on that question, following the same analysis like the Perez play about Sanit Belair. So somebody else actually asked another question. They said they would love to hear about how Haitian, and particularly Haitian women and girls, think, speak, learn today about the roles of Haitian women during the Haitian Revolution in the 19th century. Comment les filles et les femmes haïtiennes apprennent le rôle des femmes haïtiennes pendant la Révolution haïtienne dans le 19e siècle. Ah, Daniel. Daniel. Oui. Daniel. Eh bien, la première chose qu'il faut dire, c'est que à l'école, les gens n'apprennent pas la révolution haïtienne. Ok? C'est une histoire anecdotique qui est enseignée. Et c'est pour ça, il y a une méconnaissance de notre histoire qui est terrible. Donc, déjà, la part des femmes est occultée, donc il n'y a pas d'enseignement spécifique là-dessus. Cependant, dans les efforts qui sont faits par les organisations, en travaillant avec les plus jeunes, en s'associant avec d'autres structures, par exemple, des centres culturels comme Pied Poudré, où il y a des clubs de lecture, nous organisons périodiquement des causeries, par exemple, autour d'une figure ou d'un moment de l'histoire, pour partager ça. Par contre, je dois dire qu'avec la situation qui prévaut actuellement, où tout est bloqué, tout est fermé, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas venir dans les clubs de débat, ni les clubs de lecture, donc ce qui a appauvri. Mais fondamentalement, c'est la question, c'est celle de l'enseignement de l'histoire en Haïti. Et il faut souligner à cet égard que c'est un enseignement, on est encore tributaire d'un héritage de la dictature des Duvalier qui avait interdit l'enseignement de l'histoire, où ce n'était que l'histoire ostentatoire qui devait être produite. D'ailleurs, regardons c'est quoi les manuels d'histoire dont disposent les écoliers et les écolières. C'est plutôt lamentable. On est simplement encore à Dorsainville, mais pas de choses explicatives. Et même dans les classes supérieures, secondaires supérieures, quelle bibliographie est-ce qu'on propose aux jeunes écoliers et écolières? Donc, la vraie question, ce n'est pas tant l'enseignement de l'histoire des femmes, mais l'enseignement de l'histoire nationale, pour qu'elle ne soit pas anecdotique, qu'on nous raconte comment Toussaint et le sacre de tel empereur, comment ça s'est passé, on connaît ce détail, mais les enjeux et le contexte dans lequel surtout les choses se passent. Et c'est ça qui fait que l'histoire n'est pas mise en perspective. L'histoire n'est pas mise en relation avec d'autres. Ça veut dire, les jeunes haïtiens, ils peuvent répéter, oui,
nous avions aidé les Américains à la bataille de Savannah. Mais c'était quoi exactement? Quels étaient les enjeux et comment est-ce qu'on s'est retrouvé là? Mais simplement répéter comme si c'était oui, on va glorifier, oui, on était là à Savannah. Donc, pour moi, la vraie question se situe plutôt là. Ouais. Juste pour ajouter quelque chose, toujours en allant dans le même sens que Madame Magloire, dire qu'effectivement, donc on a effectivement des célébrations de certaines figures, on va dire héroïques ou d'héroïnes de la Révolution haïtienne, ce qui est fondamental, ce qui est nécessaire. Cependant, justement, ça veut dire que le travail qu'on doit faire de manière systématique pour comprendre tous les types de rôles que les femmes ont pu jouer dans la Révolution est parfait, en fait. C'est-à-dire de manière systématique, en faisant le travail d'archives. Donc, d'un certain point de vue, en fait, ça nous conduit également à penser que la participation des femmes se limite à ces figures d'héroïnes et donc finalement à une sorte de traitement exceptionnel de cette participation, alors qu'on sait qu'on a des indices que c'était une participation beaucoup plus massive et donc généralisée dans cette révolution-là. Moi, je pense qu'il y a une personne qui a travaillé sur la révolution haïtienne et qui a mis en évidence la participation des femmes, c'est Philippe Girard. Il a fait tout un travail en montrant la participation des femmes en tant que collectif, d'une part, et d'autre part aussi, il a mis l'accent sur certaines figures bien spécifiques, par exemple sur la question de la révolution haïtienne, il a montré et il a fait tout un chapitre, je pense, sur Sanit Belair. Ouais. Et je pense que même si on peut retrouver beaucoup de faits, on peut retrouver beaucoup d'analyses sur la participation des femmes, mais je pense qu'effectivement, c'est un travail qui reste à faire. Par exemple, même si on fait ce travail-là, si on ne le fait pas en tant qu'historienne, on le fait par exemple en tant que sociologue, on va avoir un point de vue de sociologue sur la question, mais c'est pas en tant que c'est pas en tant qu'historienne qui va avoir une perspective franchement historique sur la question. Je sais pas ce que c'est les points de vue de sociologue et les points de vue d'historien, mais d'accord. Ok, je vais essayer de poser les questions entre deux questions à la fois. Oui. Nadev a posé cette question. Est-ce que le fait que les femmes féministes doivent toujours veiller à la préservation de leur travail n'affaiblit pas les autres travaux qu'elles pourraient faire, c'est-à-dire les ressources, le temps, l'énergie qu'elles doivent mettre dans la création et préservation des archives auraient pu faire avancer la bataille sur d'autres fronts. Mais comme elles sont les seules à s'intéresser à ces archives, et puis il y a aussi une autre question aussi de Jean Plaisir. I was wondering, je pense que c'est pour Daniel, I was wondering if you could give some suggestion on how to preserve, protect, and make feminist archive more accessible in Haiti. Comment peut-on préserver les archives, et si vous avez des suggestions, comment peut-on préserver les archives féministes en Haïti et pour les mettre accessibles en Haïti? Okay. Daniel, comment est-ce que tu fais? Daniel, comment est-ce que tu fais pour préserver les archives et les rendre plus accessibles? Bon, je crois que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation. Désolée si ça n'a pas été très clair. J'ai dit qu'au sein des organisations, la conservation des archives se faisait. Il y a certainement des insuffisances. Et j'ai dit que le séisme de 2010 nous a gravement affectés parce que tous les efforts qui avaient été faits pour concentrer ces documents-là, ont été anéantis. Et comme je l'ai signalé, les personnes qui sont engagées dans le mouvement, être féministe, ce n'est pas un métier, c'est un positionnement. Exactement. Ça veut dire, ça nous traverse dans notre vie à la maison, dans notre travail professionnel, mais nous sommes en but à des situations où on doit en même temps courir après le gagne-pain, faire la militance, s'occuper de la famille. Parce que le fait des féministes ne nous préserve pas de ces obligations que la société nous laisse. Les soins aux personnes, rester demeurent à notre charge. Cependant,
comme ces choses-là, et c'est pour ça que j'avais parlé d'assises institutionnelles dans d'autres pays. En l'absence d'assises institutionnelles, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que j'ai dit que les collections privées qui ont été constituées, la question qui se pose, c'est ce qu'elles vont devenir lorsque la personne qui s'était engagée à le faire, eh bien, ce n'est pas un bien, même si c'est fait pour la collectivité, juridiquement, ça n'appartient pas à la collectivité. Donc, on se retrouve en proie à être dans les discussions avec des familles. Est-ce qu'elles vont être prêtes à léguer, ce qui n'est pas toujours évident, surtout lorsque la structure adéquate n'existe pas. Par exemple, les familles ne font pas confiance à la Bibliothèque nationale et on comprend très bien pourquoi. Puisque, bon, on ne va pas s'y étendre, disons que c'est parfaitement questionnable. Donc, par contre, il y a quand même des exemples. Encore malheureusement, cet exemple-là n'est pas en Haïti, c'est à Montréal où on trouve le syndicat qui a fait toute une démarche vis-à-vis des familles pour collecter, par exemple, au niveau de la photographie, collecter un ensemble de documents qu'ils mettent à la disposition. Ça, c'est très bien, mais nous n'avons pas l'équivalent en Haïti. Donc, ce qui se fait, c'est d'essayer à continuer au sein des organisations et des individus impliqués dans les mouvements collectifs à garder et à chercher les moyens justement de pouvoir préserver. Mais comme je l'avais signalé, trouver du financement pour ça, c'est très difficile. Parce que les préjugés concernant Haïti, on est pauvre, donc ces histoires-là, c'est pas fait pour nous. Oui, quand on parle d'Haïti, il faut parler d'aide humanitaire, il faut montrer des images d'enfants avec des mouches sur eux, comme si les enfants n'ont pas de main pour chasser les mouches. Tu vois, des gens qui sont complètement déprimés, alors que quand on vit en Haïti, on voit comment, malgré tout, les gens sont tout le temps en train de se battre pour ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que, autant que faire se peut, on continue à avancer. J'ai également signalé l'existence d'un site documentaire qui a été fait en collaboration avec l'Oregon au Canada, mais avec une large contribution des féministes haïtiennes. Et ce site-là est accessible gratuitement. Il s'appelle Mouka. C'est un nom que nous avons choisi et qui est une symbolique des femmes haïtiennes puisqu'il fait référence à un mouchoir, à la manière de nouer un mouchoir sur la tête des femmes haïtiennes. Donc ce site-là fait sa part aussi. Je ne prétends pas que ça résout tout, puisque chaque fois, il faut obtenir des autorisations des personnes qui détiennent les documents pour qu'on puisse les poster. Je profite de l'occasion justement pour dire, si les gens veulent contribuer à ce qu'on diffuse la pensée féministe haïtienne, les écrits des haïtiennes, eh bien, ils peuvent sur le site soumettre des documents et c'est avec plaisir vraiment qu'on pourra les partager. On prend deux questions et Deux autres? Okay. I'm trying to select the best one. Not the best one, but there's so many questions. There's a lot of them, sorry. So I'm trying to see what can we... Okay. So one thing I will do is I'm going to try to combine some of them because I think sort of they try to tackle some of the past and some of them kind of like looking forward. So I would say in the past, a lot of the questions thinking about the genealogy of the Haitian feminist movement, how beyond what we mentioned about the Ligue Féminine des Femmes, did we have any feminist consciousness before these periods? So that's one of the things in the past that I would say that's pretty interesting that we can ask. And I think regarding the present, how Haitian feminist organizations are sort of functioning in a way,
How can they function, especially given this current situation? Do we think that the Haitian feminist movement is shifting and stuff like that? And I think in terms of looking ahead, there's an interesting question that someone is asking is, with Haitian women representing more than 52% of the population, how can they start taking more leadership role in Haiti? And I think it's more like the future, thinking ahead. So, good luck, ladies. Well, I'll start with the historical piece, which is, yes, of course, there was a feminist consciousness before we see these like official movements. And we actually talk about this in our like response to the work around La Ligue is, yes, there's a founding of a movement in the 1930s, but there's a consciousness this is where we can even critique the idea of a nation state creating a feminist consciousness. There would be a feminist consciousness, one could argue, in enslavement prior to. Yeah. So I think the quick answer to that is yes. But the way these women archive their own lives and talk about that, and very specifically thinking about these generations, I think that's an important thing to think about, because the founders of the League were children, right? And they were watching people organize under a different context in the early 20th century. So they're watching that organizing and those practices, and they're taking some of that, they're leaving some of it, and they're making their own organizations. And yes, there might be language that says feminism, but of course there was a feminist practice, well before the 20th century. Bon, moi-même, je pense que même avant 1915, on peut retrouver des actions qu'on peut qualifier, si on utilise l'anachronisme, qu'on peut qualifier de féministes en Haïti. Par exemple, dès 1791, depuis les premiers moments de la révolte, on voit bien que dans le livre de Caroline Fick, par exemple, comme historienne, elle rapporte le fait qu'il y ait des femmes qui demandent à Santonax et à Paul Vérel de faire en sorte à ce que la journée de travail des femmes soit considérée, que les femmes soient payées et de la même façon que les hommes et durant cette période-là. Et je pense qu'il y a un aspect sur lequel on ne met pas beaucoup d'accent en Haïti, c'est la question de la cultivatrice. Si tous les hommes, et on n'avait pas 20 millions de personnes dans la colonie, si tous les hommes étaient enrôlés et dans la défense du territoire, moi, certaines fois, je me pose la question, mais qui produisait les vives? Quand on parle de cultivateur, de qui on parle effectivement dans l'histoire d'Haïti? Pour moi, c'est de la cultivatrice qu'on devait parler et non pas... Parce que j'imagine qu'il y avait de toute façon une division sexuelle du travail. Quand on voit par exemple le livre de Vertus Saint-Louis, la manière dont il rapporte, et, par exemple le fait que les femmes n'avaient pas accès aux casernes, les femmes n'avaient pas accès dans les espaces où les hommes étaient et en tant que militaires ou en tant que soldats, moi-même je me posais la question qu'il y avait une division sexuelle du travail, et cette division sexuelle du travail donnait une place importante aux femmes parce que en termes de vivre pour faire avancer la dynamique révolutionnaire en termes de production, j'imagine que c'était quelque chose d'important. Là encore, je reviens avec Philippe Girard qui nous a montré que dans la bataille contre le caporal Issa Guerre à un certain moment et dans la bataille entre Toussaint et la Mondérance à un certain moment, il a montré comment est-ce qu'il y avait plus de 10 000 femmes qui produisaient des vives dans les montagnes de Port-au-Prince pour lutter contre la monoculture que proposait le caporal Issa Guerre. Moi, je pense qu'on peut parler de conscience féministe à ce moment-là. On peut parler de femmes qui avaient une conscience de ce que ça veut dire d'avoir un territoire et comment est-ce que ça pouvait être important pour elles. Parce que je pense que la période esclavagiste, c'était une période particulièrement éprouvante pour les femmes avec la question du viol, avec le fait qu'elles n'avaient pas franchement la possibilité de pouvoir protéger leurs enfants et de pouvoir protéger leur corps. Je pense que tout ça aussi, c'est-à-dire pour moi, les femmes de la Ligue, et particulièrement les femmes de l'Union patriotique, c'était des femmes qui sont tributaires de tout un matrimoine combatif et qu'à un certain moment, c'était le moment historique où ça pouvait se traduire au sein d'une organisation politique. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le mouvement féministe, même si là, on peut dire que c'est un mouvement féministe qui a émergé dans un contexte moderne, 1915. Mais
bien avant, depuis 1791, on peut retracer des actions qu'on peut qualifier d'actions féministes en Haïti. Yeah. Et même dans les crises de 1943, 1843 et 1867, pendant le départ de Boyer et pendant les crises et la crise qui concerne Salnav, on a vu aussi la manière dont les femmes ont investi le projet politique de Salnav à un certain moment. Et je pense que là, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une conscience féministe, il n'y avait pas une conscience de soi en tant que femme et du projet qu'on va porter en rapport avec le projet national. On a 2 autres questions, donc je vais pas... Ça va. Daniel, si tu veux dire quelque chose. C'est ça même. OK. Comme dans toute société, il y a toujours eu des révoltes individuelles de femmes qui ont développé une conscience d'elles-mêmes, qui l'ont renforcée dans des échanges avec d'autres femmes et ont cultivé cette conscience. Et le collectif ne peut pas survenir à n'importe quel moment. Il faut des déclencheurs historiques qui le permettent. Et ça ne concerne pas uniquement le mouvement féministe, on peut le voir pour d'autres mouvements sociaux. Les syndicats n'ont pas toujours existé. Par contre, il y a toujours eu des travailleuses et des travailleurs qui réclamaient leur reconnaissance, la reconnaissance de leur force de travail et sa rétribution à sa juste valeur. La constitution de l'organe qui va être le syndicat va survenir après. En Haïti ou ailleurs, si je prends l'exemple de la France, Émile Zola nous donne des exemples. Avec Germinal, mon Dieu, on voit la part des femmes dans cet effort-là, parce qu'on n'est pas dans les temps modernes où, dans les pays occidentaux, les syndicats disposent de caisses pour soutenir le mouvement, c'est vraiment payer de sa personne. Donc, ce qui est important, c'est que cette conscience-là, elle continue à se développer, et l'enjeu, c'est de faire qu'on en prenne compte et qu'on arrête d'invisibiliser les femmes. Et c'est bien de souligner la question des agricultrices, parce que souvent, et d'ailleurs c'est des biais genrés dans les recensements, par exemple les recensements agricoles, ne considèrent les femmes que comme des aides. Alors qu'elles travaillent pleinement à ça, mais elles font du commerce aussi, et la tendance est de occulter cette partie de leur travail. Ils font encore se référer à un travail important d'une féministe haïtienne, Mireille Lepchit-Anglade, malheureusement que nous avons perdu lors du séisme de 2010, mais qui a fait un travail important qui porte justement sur le travail des femmes, montrer leur présence dans les différentes sphères de la société. Cependant, ce travail n'est pas nécessairement valorisé, nécessairement reconnu. Donc, les femmes sont présentes partout dans nos espaces. La question, c'est de la place qu'elles parviennent, pas qu'elles ne sont pas présentes physiquement, elles priment, mais en termes de prestige, les fonctions de prestige, ce n'est pas elles qui les occupent, mais il n'en demeure pas moins qu'elles portent à bout de bras un ensemble de choses. Alors c'est pourquoi on se plaît à répéter femme potomitan, etc. Et on essaie de nous endormir avec ça. C'est un gros compliment, puisque oui, on est le pilier de la société, mais quand on regarde la répartition des choses, les inégalités de genre, il s'agit plus d'une place qui confère plus de devoirs que de droits. D'où la nécessité du mouvement féministe. Daniel, tu veux poursuivre sur les évolutions du mouvement féministe? Je ne sais pas s'il y a personne d'autre. Tu peux y aller. Bon, personnellement, je ne périodise pas
suivant la nomenclature généralement adoptée en Occident. Première vague, deuxième vague, et qui concerne des parcours différents. Dans le cas d'Haïti, une fois l'émergence de la Ligue faite avec tout son parcours, il y a des ruptures, comme je l'ai dit dans ma présentation, liées à la dictature qui fait que que les personnes qui appartenaient à la génération suivante, un certain nombre d'entre elles ne connaissaient pas l'histoire. Mais en fait, quand on regarde les thématiques traitées, les positionnements adoptés, la rupture est plus dans des liens, mais pas dans les idées, dans les liens entre interpersonnels, intergroupes, mais il y a une continuité dans les idées qui sont défendues, les sujets qui sont traités. Et la Ligue, à ce niveau, il faut dire, vraiment fait partie du féminisme moderne. Pas seulement pour Haïti, au plan international. Parce que la question du travail des femmes, la question du travail domestique est posée. Ce que les féministes post-dictature vont reprendre, mais en regardant d'autres dimensions. Donc, les questions sont enrichies et de nouvelles préoccupations émergent. Mais pour ça, il faut comprendre quelque chose aussi. On ne peut pas apprécier une époque en dehors de son temps. Une manière, par exemple, la manière dont aujourd'hui les féministes haïtiennes posent les questions de sexualité, on comprend très bien qu'au début du XXe siècle, ces questions ne pouvaient pas être posées dans les mêmes termes. Mais elles étaient sous-jacentes. Toujours est-il, une question fondamentale qui traverse tout le mouvement féministe est celui de la violence envers les femmes. Ça, la question de la lutte contre la violence faite aux femmes est dans l'ADN du mouvement féministe haïtien. D'abord, les protestations, avec les protestations contre les Marines américains, qui violaient joyeusement les femmes et les filles, et que nous avons continué à porter en ouvrant à d'autres dimensions, en posant la question dans le cadre du foyer, en le posant dans le cadre du milieu de travail, ce que la Ligue ne l'avait pas fait en ces termes, et aussi en regardant dans nos relations avec l'étranger, tel que par exemple ça s'est passé avec la soi-disant mission de paix qui a été la MINUSTA, où le même phénomène s'est reproduit, d'où les appréhensions qu'exprime le mouvement actuel par rapport à la venue d'une autre mission militaire en Haïti. Donc, il y a une rupture, pour résumer, entre des personnes, entre des collectifs, mais en ce qui concerne les revendications et les idées, pour moi, il y a une continuité avec des dimensions révisées au bout du jour ou bien ajoutées, appréhendées. Et les appréhensions ont été différentes aussi en fonction des connaissances que nous avons développées. Il y a un ensemble de choses auxquelles la Ligue de connaissances que la Ligue pouvait ne pas avoir, mais que les générations après, et c'est ce qu'on espère qui doit continuer à arriver, donc qui permettent de voir les thématiques, eh bien, en quoi. Je rappelle pour mémoire qu'à présent, il y a une organisation en Haïti qui s'appelle le CPFO, le Centre de promotion des femmes ouvrières. Eh bien, cette préoccupation de solidarité, de défense des droits de cette catégorie, c'est une préoccupation qui est déjà là sous la Ligue. Quand on regarde les conclusions du premier congrès, eh bien, ça apparaît. Un dernier exemple pour finir, c'est les relations internationales. Le mouvement féministe haïtien a toujours fait en sorte de ne pas
être isolés. Oui, nous sommes une île, mais nous ne sommes pas tout seuls dans le monde. Donc, déjà, les liens ont été constitués avec la Ligue internationale des femmes pour la paix et dans le sous-continent, en Amérique centrale, en Amérique latine, dans les Jusqu'à Caraïbes, présent. ce qui continue à se faire actuellement. Et quand même, faut-il le rappeler, à l'époque de la Ligue, les questions de communication n'étaient pas aussi faciles que ce que nous avons aujourd'hui. Toujours est-il que le souci est là. Et pour la dernière différence, c'est le fait que le mouvement des femmes atteste d'une présence partout sur le territoire haïtien. Que ce soit, peu importe la qualification que se donne et l'organisation, peu importe où on va en Haïti, vous allez trouver un groupe de femmes. Et ça, c'est sous l'impulsion du mouvement féministe que cette pratique des femmes de s'organiser pour réclamer leur agentivité, que cela s'est répandu, que cela s'est développé. Et on prend une dernière question. C'est fini. 17h13. Non. Une dernière question et puis c'est bon. Oui, une dernière question. Et puis c'est bon. Non. C'était quoi la question? Actuellement? Je me souviens plus si c'était un regard sur le passé ou vers l'avenir. Ah. Bon, je sais pas. Moi, je trouve ça toujours assez, comment dire, délicat de faire des projections quand on est sur ces panels. Par contre, je pense qu'il y a différentes choses qu'on peut voir qui se posent dans le moment actuel. Une des premières choses aussi, c'est effectivement quelle forme va prendre notre transition. Comme Mme Magloire vient de le souligner aussi, il y a différents, on va dire, secteurs ou un grand nombre de secteurs, y compris les secteurs féministes, etc., qui se positionnent en opposition au déploiement d'une autre mission. Alors qu'on voit que maintenant, on a un CP qui a été constitué avec cette prémisse-là. Donc, c'est à nouveau un mode d'ingérence, en fait, dans les processus de décision politique en Haïti. On voit aussi qu'on a des structures dans lesquelles les femmes ne sont pas forcément représentées. Il y a les femmes, quand on parle de représentation descriptive, donc juste en nombre, mais il y a aussi la question même, en fait, d'avoir un agenda féministe quand on va produire des politiques publiques, surtout dans un moment aussi critique que maintenant, où on va déterminer finalement comment on réalise une sorte de reconstruction, comment on sort d'une situation qui a été plus que difficile dans les dernières années, et où il y a à la fois en fait des objectifs de moyen et long terme et une situation dont il faut traiter dans l'immédiat, que ce soit pour la question sécuritaire ou la question de crise humanitaire, etc., etc. Donc je pense que c'est énormément de problématiques auxquelles on ne peut pas apporter de réponse rapide, mais sachant qu'on a des expériences préalables en Haïti et que ces expériences préalables, en fait, pour pouvoir, on va dire, apporter des réponses collectives ou des politiques publiques qui intègrent mieux les besoins des femmes, on sait que ça veut dire qu'il faut qu'elles participent dans les processus de consultation, dans les processus de décision, qu'elles soient représentées. Donc, on n'a pas de nécessité de réinventer la roue, mais on a des nécessités de se souvenir, en fait, des expériences qu'on a déjà réalisées. D'accord. Merci beaucoup, Célia. On va mettre fin à la session. Bon, on dit merci aux gens qui ont participé en ligne parce que, en gros, c'était... Bon, on avait on avait un public beaucoup plus, bon, même pas, on peut pas dire conséquent, mais on avait un public qui était beaucoup plus attentif à la question. Et en nombre. Et en nombre. Bon, oui, on peut dire avec 80 participants en ligne.
Je pense que c'est un gros événement et comme Célia l'a dit, on a décidé que c'était un succès. Bon, c'est un succès. C'est un succès. C'est un succès. Merci beaucoup. Ouais. Oui. Daniel, tu allais dire? Non, je dis succès peaceful. Et puis, merci beaucoup. Et je dis Encore, merci ouais. au CLACS, encore une fois au CLACS, à Lisa et Maria Isabelle qui ont fait tout leur possible pour que cette activité se tienne aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Tu es content d'avoir virtuellement rencontré Grace Sanders. Nous sommes vraiment heureuses que les esprits de l'électricité et de l'Internet étaient avec nous pour que tu puisses être là dans la conversation. Oui, hein? D'accord. C'était pas évident. Hein? Ouais. J'avais allumé des bougies. J'ai jeté de l'eau. Pour être sûr que là. Alexandra, merci beaucoup. Merci, Alex. Merci aux membres Du CLACS. du centre du CLAC. Et puis, au plaisir, mesdames. De toute façon, on parlera pour s'échanger nos impressions. OK? D'accord, merci D'accord, beaucoup. merci. Merci au public. Bye bye. Bye bye.